Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement, tout en développant leurs relations avec eux-mêmes et les autres. Et aujourd'hui, j'ai toujours mal à la gorge, je tousse toujours, épisode 133. Tu m'avais manqué un peu, j'avoue, ça fait un petit moment. Donc là on est bien, on va se poser un peu, parce qu'aujourd'hui on se pose tranquille, juste toi et moi comme ça, parce que d'habitude vous écoutez ça à plusieurs en même temps, j'en suis sûr. Alors, on va discuter aujourd'hui d'abord une petite update vie. Je vais parler un petit peu de comment ça se passe dans ma prépa Ironman, et ensuite, rapidement, on va, je vais te laisser la parole, en quelque sorte, mais je vais quand même beaucoup parler, t'inquiète pas, avec des questions que j'ai reçues par écrit ou par messages vocaux, que je passerai d'ailleurs, et je vais répondre à toute une petite série de questions. Voilà, alors au menu, qu'est-ce qu'on a ? On a qu'est-ce que j'aurais fait si YouTube n'avait pas marché ? Est-ce que je pourrais devenir salarié ? Nouveau challenge, apprendre une nouvelle langue. Est-ce que je souhaite fonder un foyer ? Qu'est-ce que la danse m'a apporté ? Ouais, il va y avoir une petite update danse dans cet épisode. Comment assumer le rapport à la vieillesse et se voir prendre de l'âge dans le miroir ? Comment vivre le regard des autres ? Quel est le juste milieu entre grandes ambitions et profiter de la vie ? Quelle est la plus grosse fierté de ma vie ? Est-ce que je compte finir ma vie en Suisse ? Et si je rencontrais mon moi-même de 20 ans de plus ? Bah voilà. Je ne sais pas si je vais réussir à répondre à tout ça, mais c'est les questions que j'ai sélectionnées. Donc, voilà le topo. Il y a du perso, il y a un peu de pro, il y a pas mal de dev perso, comme d'habitude. On verra si je réponds à tout ça. Mais ça m'a fait plaisir de recevoir toutes ces questions et d'en discuter tranquillement entre nous. Donc désolé pour le titre de l'épisode, je sais pas du tout à quoi il va ressembler, mais je vais devoir me concentrer sur un seul de tous ces trucs. Voilà, comme d'habitude, il y a les codes temporels dans la description et la barre de lecture de cet épisode, donc sur Spotify, sur YouTube en tout cas. Donc fais comme chez toi, si jamais il y a une de ces questions qui t'intéresse plus que d'autres, et s'il y en a qui ne t'intéressent pas, et s'il y en a aucune qui t'intéresse, eh bien, il faut changer de podcast. Alors, on est parti sans plus tarder. Petite update sur la vie actuellement. Parce qu'en fait, bon, je t'avoue, typiquement là, je suis, comme tu l'as peut-être deviné, compris, toujours à fond dans ma préparation triathlon Ironman. D'ailleurs, là j'entre dans le dernier bloc, le bloc le plus dur. Donc, ça me prend toujours, et même, j'aurais envie de dire, encore plus de temps et d'énergie qu'avant. Pour ton information, je suis en train de travailler sur un nouvel épisode sur David Goggins. J'en ai sorti déjà 2 qui ont énormément plu et j'ai commencé à travailler sur la suite parce que je savais que j'avais matière à en faire plus. Mais il va me falloir un petit peu plus de temps et voilà, vu que j'avais pas envie qu'il y ait un trop gros trou dans les épisodes, eh bien je fais celui-ci entre-temps, parce que celui-ci est quand même plus facile à produire, tu te douteras, plutôt que d'avoir à me repasser un peu dans des livres, prendre des notes et essayer de construire quelque chose d'un peu plus travaillé en quelque sorte, même si je t'avoue que cet épisode-là n'est pas sorti de mon arrière-train non plus, si je puis rester poli en ce début d'épisode. Donc voilà, ça arrivera ensuite, mais petit épisode tranquillou d'ici là. Nouvelle vidéo qui est sortie sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, l'épisode 4 sur cette préparation Ironman dans laquelle il se passe pas mal de choses, en 2 mois notamment. Je me fais exploser, voilà, dans un contexte sportif, par mon vélo typiquement, par le vélo, par cette prépa qui s'avère bien plus difficile. Difficile, c'est le bon terme, que prévu, même si je m'attendais pas à ce que ça soit tout facile. Mais bon, donc il y a cet épisode-là. Je travaille ensuite également beaucoup sur la suite, en fait, sur l'épisode 5 et sur l'épisode qui suit après. Il va y avoir ma compétition, mon Ironman 70.3, qui s'est tenue en mai. Et il y a une vidéo qui va sortir et un podcast qui va sortir pour récapituler cette course plus en détail. Ce podcast, je l'ai enregistré juste après la course, donc ça fait un moment qu'il est enregistré, mais je veux le sortir en même temps que la vidéo. Donc voilà, tout ça pour dire, ce que je te raconte rapidement maintenant, parce que je vais pas trop m'attarder, quelque part, c'est censé arriver après ce que je vais raconter dans cet épisode qui n'est pas encore sorti. Mais bon, dans cet épisode-là, je parle surtout de la course. Et c'est un bon morceau. Prépare-toi, si tu aimes les récaps de course et que tu as envie de rêver un peu, ça sera là et ça arrivera
d'ici le mois prochain. Donc, là, je te raconte à chaud, mais en gros, pour la faire simple, ces dernières semaines, ces deux derniers mois, ça a été dur parce qu'en fait, j'ai été malade. J'ai eu la plus grosse maladie de ma vie en vrai. J'avais jamais été aussi malade que je me souvienne. J'ai chopé la coqueluche, sauf erreur. Au début, on m'a dit bronchite ou coqueluche, mais bon, là, je crois qu'il y a pas trop de doute. Je te laisse te renseigner si tu sais pas trop ce que c'est, mais bref, c'est un truc de merde, c'est très dangereux pour les bébés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se fait vacciner, sauf erreur, pour cette histoire, chose qui a dû être faite pour moi. Mais voilà, ça m'a en tout cas pas empêché là de choper cette histoire, et apparemment tu peux tousser pendant des mois, et ça, et bien 2 mois après, je tousse toujours, et c'est très pénible. Mais donc ça a été dur de concilier ça avec le sport, j'ai dû faire une pause, perte d'énergie, récupération difficile, bref, la prépa est vraiment devenue dure. C'est vraiment devenu dur quand en plus t'es malade, que tu as une deadline, parce que je le rappelle, le 24 août, et ça se rapproche terriblement, le 24 août 2024, je vais parcourir et terminer, je l'espère, mon Ironman à Tallinn, en Estonie. Et donc, quand tu as une ligne, bah en fait, je vais pas m'arrêter pendant 2 mois de m'entraîner, en fait, pour récupérer complètement. Parce qu'en fait, ça prend des mois et que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais j'ai arrêté. Je n'ai pas fait de sport pendant moins 10 jours de suite. J'ai fait 0 sport. La dernière fois que j'ai fait 0 sport dans ma vie pendant 10 jours de suite, bah, ça fait au moins 15 ans, franchement, j'en sais rien. Ça fait 15-20 ans, quoi. donc voilà, des nouvelles expériences, il n'y a pas de doute. Mais ouais, actuellement, c'est compliqué hein, pour te peindre le tableau. La semaine dernière, j'ai eu, dans la même journée, j'ai eu 5 heures de vélo. Et ensuite, j'ai dû aller courir 1 heure. Tu vois un petit peu l'idée. Et puis samedi qui a suivi, j'ai eu un triathlon de taille olympique à Genève. Donc c'était génial, une petite course qui m'a duré 2h40. Donc c'est court, tu vois, 2h40, seulement 2h40 dans une journée, tranquille quoi, tranquille. Enfin bref, ça balance des semaines de 15-16 heures. J'ai mon programme pour la suite et fin de cette prépa, car là je suis c'est littéralement la dernière ligne droite. Il reste 4 semaines de prépa. Actuellement, je suis dans une semaine de récup, et je mets des guillemets parce que c'est plus de 12 heures d'entraînement quand même, en fait, une semaine de récup, lol. C'est marrant parce que la toute première semaine de la prépa, c'était genre 6 heures d'entraînement, j'étais dans le mal. Aujourd'hui, les semaines de récup, c'est 12 heures, et ça va, tu vois. C'est fou comme le corps s'adapte, c'est absolument magnifique. Tout ça pour dire que là, les 4 dernières semaines, je vais avoir 3 énormes semaines qui vont culminer en fait sur cette préparation. J'ai déjà vu dans 2 semaines, je vais aller pouvoir faire le tour du lac à vélo, le tour du lac Léman, autour de chez moi, parce que j'ai 6 heures de vélo, et une fois que j'aurai terminé mes 6 heures de vélo et mes 180 et quelques kilomètres, il faudra que j'aille courir 1 heure, tu vois. Donc je te laisse te représenter quand tu fais ce genre de choses, quand ça te prend 7 heures d'entraînement, donc plus que 7 heures en tout, parce qu'il faut sortir le vélo, il faut rentrer, enfin bref, ça te prend la journée, et ça te prend un sacré paquet d'énergie. Mais j'ai signé pour ça, et clairement je savais qu'il y aurait des jours, typiquement quand tu te prépares une course pareille, et que tu travailles, hein, bien sûr, et bien, normalement, le week-end, tu sais ce que tu fais. Tu fais du vélo le week-end, voilà. Et bien moi, vu que je suis flexible, c'est le vendredi, c'est pas le week-end, mais le vendredi, j'ai sorti longue à vélo plus course à pied, et donc, je ne peux pas faire grand-chose d'autre. Mais c'est fort. C'est fort, c'est beau, c'est intense, il y a des moments qui sont durs, c'est clair. Typiquement, hier, j'ai eu 3 heures de vélo, je les ai fait ici même dans mon bureau, là, sur mon home trainer. Les 20 dernières minutes, je commençais à en avoir un peu marre, tu vois, parce que le vélo, ça va. Les 3 premières heures, c'est toujours plutôt cool. Après, c'est vrai que ça devient longuet hein, quand t'as 5 heures à faire dehors. En fait, j'ai remarqué un truc, c'est que quand j'ai 5 heures de vélo à faire, même si je pédale plus vite, ça me prend quand même 5 heures. Ça me prend quand même 5 heures, tu comprends ? Et en plus, il n'y a pas de substitut. Là, on parle de courses d'endurance, mais vraiment, on commence à aller chercher dans des bonnes courses d'endurance, même si l'Ironman, le triathlon de longue distance, ça reste aussi... Il y a toujours une composante de force qui est intéressante, qui est présente. On pourrait se dire, le triathlon, l'Ironman, c'est que de l'endurance, il faut juste pouvoir tenir très longtemps. Oui, mais c'est comme le marathon à moins forte présence. En fait, le marathon, c'est clairement une épreuve de force, beaucoup, parce qu'il faut de la force et des muscles dans les jambes pour pouvoir encaisser la vitesse que tu essayes de mettre.
Sur un Ironman, tu vas moins vite. Sur un marathon d'Ironman que tu commences à courir après 6-7 heures de sport déjà, tu le fais moins vite. Mais c'est pas pour rien c'est pas pour rien que je fais des fractionnés pète sa mère sur mon vélo pour me renforcer les cuisses, devenir plus fort, parce que y a pas de doute, être plus fort, ça aide énormément à encaisser musculairement, nerveusement, physiquement, une course qui va durer entre 10 et 15 heures, quoi. Ça va dépendre des gens, même entre 8 et 17 heures, pour inclure tout le monde, tous ceux qui font cette course, tu vois. Et donc, il n'y a pas, en fait... alors, la force, c'est très bien, il en faut de l'intensité, et ça, j'en fais, mais il faut surtout beaucoup d'endurance, parce qu'on parle quand même d'une course d'endurance très longue, il faut une base cardio qui soit la plus forte possible, et donc, une bonne partie du temps est passée à faire de l'endurance fondamentale, c'est-à-dire à travailler à une allure, un rythme, une vitesse qui n'élève pas trop la fréquence cardiaque, qui te permet de rester en aérobie, c'est-à-dire de ne pas exploser tes réserves de glucides et de rester dans un effort que tu peux tenir physiologiquement et énergétiquement parlant, tout en t'alimentant bien sûr longtemps. C'est-à-dire que tu ne seras jamais limité par ta capacité cardio respiratoire, tu seras limité par ta nutrition ou tes muscles, en fait, la capacité de tes muscles. Et c'est absolument primordial, en fait, d'en faire beaucoup. Et c'est pour ça que tu es obligé de te taper des 3, 4, 5 heures de vélo, entre guillemets lentement. Alors lentement, c'est quand même... non, c'est pas lent, mais c'est à une intensité assez faible. Et il n'y a pas de raccourci. Tu ne peux pas y échapper. Il va falloir courir et pédaler, typiquement, des heures et des heures, pas très vite, pour construire cette base. Et c'est magnifique. Moi, ça me plaît, c'est quelque chose de très différent de la muscu, mais force est de constater que ça prend du temps. Bref, beaucoup d'apprentissage dans tout ça, c'est magnifique. J'ai hâte de pouvoir aussi refléter sur, une fois que tout cela sera bouclé, c'est-à-dire une fois que j'aurai, je l'espère, enfin, une fois que je l'aurai, parce que c'est sûr, hein, je m'engage une fois de plus s'il le fallait, mais de toute façon, je finirai un Ironman, si c'est pas celui-ci pour un problème que je déplorerai tout de suite, et j'espère vraiment pas, eh bien, ça sera pour peu de temps après, parce que j'ai pas fait tout ça pour ne pas y aller. Ça, je peux te le dire. Ça fait 8 mois que je suis dedans. Sacrée aventure, mais voilà. Oui, et donc, je disais, hier, j'ai eu 3 heures sur mon home trainer, les 20 dernières minutes, j'avais la tête baissée, les yeux fermés. Pendant 20 minutes, j'étais comme ça. La tête baissée, les yeux fermés, et je pédalais, c'est tout. Et j'avais de la musique, j'avais mis un casque, j'écoutais... En fait, j'écoute souvent des podcasts au début, où je regarde des vidéos. Là, j'ai regardé des vidéos. Et puis, sur la fin, dès que j'ai besoin de motivation, c'est long, c'est là que je mets la musique. Pareil, sur les sorties longues en course à pied, je commence par des podcasts. Et dès que ça devient long, dès que j'en suis à 1h30, eh bien, là, je me mets de la musique pour me hyper, pour me doper naturellement un peu. C'est aussi pour ça, il paraît que la musique est interdite sur les compétitions d'Ironman, parce qu'apparemment ce serait dopant, et je veux bien le croire, parce que putain, si après 10 heures d'effort, quand je serai dans mon marathon le mois prochain, on pouvait me mettre un peu de musique que j'adore et que j'écoute toujours à l'entraînement, je peux te dire que ça me donnerait un second souffle garanti. On est là pour endurer, pas de musique, mais à l'entraînement on met de la musique, parce que sérieux, on va pas se torturer non plus. C'est tellement sympa. Alors là, je me suis mis dans ma bulle, là j'écoutais ma musique, c'était magnifique. Enfin, c'est un mélange, hein. C'était à la fois pénible et à la fois beau, quoi. Et en parlant de beau, des fois c'est dur, des fois c'est sublime. Là, il y a 2-3 heures, j'étais dans le lac, en bas de chez moi, en train de nager un petit 1700 mètres pour boucler ma 3e sortie natation de la semaine. 1700 mètres dans le lac, là, nager dans le lac, un des plus gros kiffs de cette prépa. Franchement, j'aurais pas pensé, enfin j'aurais pu m'en douter, mais j'aurais pas pensé, qu'est-ce que c'est stylé de nager dans le lac. Il y a moi, l'eau, le ciel, c'est tout. C'est tellement paisible, c'est tellement beau, franchement, c'est juste là, tout seul dans la nature, tu nages au milieu de j'exagère un peu, au bord de cette énorme étendue d'eau, tout seul comme ça, petit truc qui avance comme ça dans l'eau, tranquille. Tu fais ta life, tu croises des cygnes,
Je suis allé au bord, je passe devant des pêcheurs, je passe devant des gens qui me regardent nager. Sur leur banc, ils me regardent, je sais pas ce qu'ils pensent, ils se disent putain, mais c'est qui ce mec qui nage? Il a une combinaison, qu'est-ce qu'il a? Il a peur de l'eau froide? Non, l'eau est bonne en plus. Il fait beau, il fait chaud. Heureusement, parce que c'est pas tous les jours là en ce moment. C'est cool quand même, c'est cool. Bref, sacrée aventure, c'est magnifique. Tout ça pour dire, eh bien voilà, petit update de ma vie actuelle qui m'empêche aussi d'être à fond dans ma vie professionnelle parce que ça me mange un peu mes journées quand même parfois. Et vu que je travaille beaucoup sur les vidéos YouTube actuellement, eh bien voilà le podcast. J'étais parti sur un épisode toutes les 2 semaines et là il y a eu une petite semaine d'intervalle en plus. Mais on va tenter de rester à peu près régulier là-dessus. J'ai 2 épisodes en duo qui sont déjà enregistrés et qui vont pas tarder à arriver. Tout comme il y aura très certainement prochain épisode solo, c'est possible, un épisode sur mon TEDx, sur apprendre à parler en public, parce que c'est quelque chose que j'ai dû faire, car en fait 3 jours avant mon semi-Ironman, j'ai présenté mon TEDx. C'était vraiment un week-end fort, et il est toujours pas sorti sur YouTube, ce con, les mecs qui prennent leur time pour faire la post-production. Mais dès que le TEDx est disponible sur la chaîne officielle, eh bien je pourrais aussi enregistrer un épisode sur cette expérience. Donc il y a du bon qui arrive. Bref, on va passer maintenant aux petites questions que j'ai reçues. Mais juste avant, dans mon dernier épisode solo, j'avais mentionné le fait qu'il y a des millions d'écoutes sur ce podcast, mais il y a que quelques milliers de personnes qui ont pris le temps de le noter. Et en fait, beaucoup de gens m'ont dit « Ouais, mais Eric, j'arrive pas à noter l'épisode, j'arrive pas à noter le podcast, comment est-ce qu'on fait ?» Eh ben, je vais t'expliquer tout de suite comment est-ce qu'on fait. Si tu vas sur Spotify, tu vas dans « Rechercher », tu tapes « Expansion » par Eric Flag, sinon tu es peut-être déjà dessus. À partir de là, tu vas tout en haut quand tu es sur l'épisode, et là c'est tout simple, tu appuies sur les 3 petits points, et tu appuies sur « Évaluer l'émission ». Ou alors tu appuies sur « À propos », et puis tu peux cliquer sur les 5 étoiles, et puis tu rajoutes 5 étoiles, parce que tu adores ce podcast, je l'espère, et donc tu lui donnerais 5 étoiles sur 5. Et sinon tu peux le faire sur Apple Podcast également. Alors là, moi j'ai pas d'iPhone, je sais pas exactement comment ça marche, mais sur podcast.apple.com, en tout cas, tu peux y aller et tu peux poser ton commentaire. D'ailleurs, tu peux même laisser un commentaire. Là, il y en a un, je vois, le tout dernier qui date du 30 juin, qui a été mis par AxelDX92. Très inspirant, la seule chaîne de podcast sur laquelle j'écoute vraiment tous les épisodes, quel que soit le sujet abordé, très intéressant et surtout très inspirant. Eh ben putain, merci beaucoup Axel, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de commentaires. La plupart sont très positifs, d'autres sont constructifs, d'autres sont moins intéressants. On a seulement 4,9 sur 5 sur Apple Podcast. Mais c'est normal, personne n'est parfait. On a 5, par contre 5,0 sur Spotify. Bref, merci pour les personnes qui me laissent un petit feedback comme ça sur le podcast, parce que c'est ça qui motive aussi et qui aide à le faire découvrir. On va passer à la première question que j'ai reçue. Si YouTube n'avait pas marché, tu aurais fait quoi? Eh ben écoute, comment dire, sincèrement, si j'avais lancé un peu tout ça, que ça n'avait pas marché du tout, bah, j'imagine tout simplement que j'aurais fait un métier dans la finance, quoi. Parce qu'en fait, j'ai un diplôme, j'ai un master en finance de l'université de Lausanne que je n'ai jamais utilisé. Pourquoi? Parce que je l'ai reçu et puis 2 mois après, j'ai sorti une vidéo et puis ensuite, la suite, tu la connais, en tout cas dans les grandes lignes. Donc je serais allé bosser dans la finance, j'imagine. Voilà, comme quasiment tous les gens avec qui j'ai fait mes études, hein. Même si j'ai pas gardé contact avec tout le monde. Dans les grandes lignes, ils sont pas allés faire des vidéos, il me semble. Dommage, parce que franchement, on s'amuse bien, quoi. Ça s'amuse bien. Tu fais des vidéos vite fait, tu sors ton téléphone, tu travailles 10 minutes tous les jours, après tu te la touches le reste du temps. Franchement, c'est la glande. C'est la glande. Non, c'est pas la glande, et c'est très très cool. Mais voilà, après, chacun ses passions, hein. Le truc, c'est que la finance, c'est pas ma passion, sauf erreur. Donc, est-ce que j'aurais fait ça longtemps? Je pense pas. Je sais pas, je suis assez intelligent socialement, j'aime penser. Je peux être très compétitif, ça j'en suis sûr. Donc quand même, je me dis que j'aurais pu être capable de prendre sur moi, un petit peu, même si c'était peut-être pas ma passion, pour grimper assez haut dans l'échelle corpo, et pour aller gratter de la bonne feuille de salaire. Pourquoi? Parce qu'en finance, on se met bien, non? On se met bien. Bon, sur YouTube, on se met mieux, mais quand même, la finance, il me semble que c'est pas mal. Putain, le mec qui se sent plus, là. Non, mais ouais, je pense qu'au vu de comment je suis aujourd'hui, je pense que quelque part, même si YouTube avait raté
Ça n'aurait quand même pas complètement changé ma personnalité. Donc j'aime. Remarque, si je rate YouTube, est-ce que c'est parce qu'en fait, je sais pas, j'aurais pas été bon non plus en finance, j'en sais rien. Mais ouais, je sais pas. Hein. Soit j'aurais été faire ça, soit justement j'aurais pas pu tenir longtemps dans ce métier. J'aurais tenté des choses qui me donnent sûrement plus envie. Franchement, je sais même pas trop quoi. J'ai pas eu me poser la question parce que la finance balèque un peu. Hein, je vais pas te mentir, comme je l'ai dit personnellement. Ou alors j'aurais peut-être essayé de me trouver un taf normal qui me libère du temps pour créer des choses à côté. Un taf normal, c'est-à-dire un taf normal. Un taf normal, pour moi, c'est un taf... Bon, voilà, c'est pas la passion de ta vie, tu le fais parce qu'il faut bien travailler, mais tu travailles pour vivre un peu, quoi. Enfin, tu t'es très content d'avoir du temps à côté pour faire autre chose que travailler. Parce qu'en fait, à mon avis, dans la finance, je vais pas mentir, d'autant plus quand t'es un peu en mode écoute, j'ai envie de grimper l'échelle. Je pense que vu que, justement, socialement, faut être fort aussi, hein, parce que pour grader... alors à nouveau, je parle, j'ai pas l'expérience, hein, j'ai jamais gradé, mais j'ai l'impression que pour grader dans ce genre de milieu, faut quand même serrer les bonnes mains, il faut quand même lécher les bonnes paires de fesses aussi, hein. Franchement, je pense que c'est tout un art, c'est tout un art, il faut bien se faire voir par les bonnes personnes. Bon, il faut aussi faire du bon travail, hein. Tout va ensemble, mais il faut surtout que le bon travail soit vu par les bonnes personnes, tu vois ce que je veux dire. À mon avis, à nouveau, c'est quand même un jeu de compétences, mais c'est aussi un jeu de politique, et c'est un jeu de zèle aussi, d'après ce que j'ai compris. Hein. Tu veux grader en finance, il faut pas que tu sois le dernier à arriver au travail le matin, et que tu sois le premier à te barrer à seulement 19h15. Si à 19h15 tu te lèves et que tu pars, on va te dire « Ah, qu'est-ce qu'il y a ? T'as une urgence personnelle ?» T'as une urgence personnelle, Eric, pour partir à 19h15 ? Écoute, déjà que ce matin, t'es arrivé quand même tard, hein. C'est pas pour dire, mais 7h15, on était déjà tous là en train de bosser. Enfin, mec, fais gaffe, le patron, enfin voilà, le bonus fin d'année, ça va te passer sous le nez, hein, si tu continues à te la toucher comme ça. Je rigole, j'ai jamais bossé dans la finance, mais d'après mes potes et mes connaissances, et d'après ce que je sais de ce milieu, on est plus à faire un peu plus d'heures qu'à faire un peu moins, et donc les projets passion à côté... T'as peut-être un peu moins le temps. Hein. Si ta carrière n'est pas ta passion, eh bien, elle va le devenir. Parce qu'en fait, c'est ça ou rien. Non, c'est pas forcément ta passion, mais ça va être quelque chose dans lequel tu mets beaucoup de temps et d'énergie. Donc j'aime autant dire que c'est quand même mieux si ça te plaît. Donc voilà, tout ça pour dire un taf un peu normal avec un 42 heures classique à côté duquel j'essaye de me trouver un hobby, une passion, quelque chose de cool, quoi. Parce que le sport, il n'y a aucune chance que j'aurais pas aimé, donc il m'aurait fallu du temps pour faire du sport, pour faire d'autres choses à côté. Donc voilà, tout ça pour dire, ma santé physique et créative, ça m'étonnerait qu'elle ne m'aurait pas rappelé à l'ordre en mode « Non Eric, tu ne vas faire que fermer des comptes et puis trader des trucs » ou... C'est le mec qui sait absolument pas de quoi il parle. Je ne sais même pas ce qu'on fait quand on travaille en finance, putain. On regarde des ordis, on discute, on serre les bonnes mains, on lèche des bonnes paires de fesses, tout ça, voilà. Je sais pas, à toi de me dire. N'hésite pas, donne-moi ton feedback si tu bosses en finance. Évidemment, je dis ça, on rigole, tu vois, mais évidemment que ce sont des métiers très bien. J'ai failli le faire et je l'aurais fait. Et franchement, je me serais sûrement pas plaint, je pense. Mais tout ça pour dire, pas pour moi, donc je touche du bois, YouTube, ça a marché, putain, heureusement, c'est trop bien. Et en plus, je vais pas mentir, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose que j'ai remarqué, que j'aime énormément, donc ça aurait pu me motiver aussi quelque part, parce qu'en fait, j'ai une autre question qui rejoint un petit peu, qui est, quel métier aurais-tu fait si tu étais salarié ? Est-ce que tu pourrais le devenir ? Question intéressante, parce qu'en fait, moi, j'ai remarqué que je kiffe énormément le côté instable et le côté retour immédiat sur investissement de ce que je fais. C'est pas exactement la même avec un CDI standard. Typiquement, moi, j'aime bien quand c'est instable. J'aime bien quand, tous les mois, si ça se trouve, je gagne plus ou je gagne 4 fois moins, tu vois. Et surtout, j'aime bien quand c'est directement corrélé avec mes actions, avec ce que je fais. En tout cas, j'ai été habitué à ça, donc force est de constater que j'ai surtout connu ça.
pas se mentir, j'ai pas une énorme expérience du salariat, j'en ai même très très peu, parce qu'en fait j'ai jamais travaillé que pour moi-même quand je suis sorti de l'université, mais j'ai eu des jobs d'étudiant. Bon voilà, je bossais à 20%, c'est vraiment pas grand-chose. Et j'ai dû travailler au service civil, donc pendant une année, j'ai quand même eu des CDD, un CDD de 6 mois et un CDD de 7 mois avec un horaire normal et tout. Mais c'est vrai que le côté, Eric, tu vas recevoir X euros à la fin du mois, que t'en fasses plus, que t'en fasses moins, tu vas recevoir X euros à la fin du mois. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire comme un bon être humain rationnel, égoïste, comme on apprend, comme j'ai appris dans mes cours à l'université en finance. Alors c'était pas en finance là, c'était plutôt en, c'était quoi ? C'était en fondement psychologique de l'économie, c'était la psychologie de l'économie. Très intéressant, c'était un de mes cours préférés. Et il y avait un modèle qui expliquait que, l'employé, la plupart du temps, il va généralement fournir l'effort minimum pour justifier de son revenu actuel quelque part. Parce que c'est vrai que quelque part, il y a quand même pas beaucoup d'employés qui font plus que le minimum sans espérer en obtenir plus. En tout cas, donc sans espérer vouloir grader, promotion, ou parce qu'ils adorent ça. Et bon, tout le monde n'adore pas son métier, j'ai l'impression. Comme ça, gratuitement, juste pour faire plaisir à l'employeur, pour faire plaisir au patron. Je crois que ça se passe pas souvent comme ça, et je pense pas que j'aurais été ce genre d'employé qui... en fait, moi, c'est tout ou rien. Et ça, je l'ai remarqué dans ma personnalité. Ça serait soit je fais le minimum, soit j'explose tout, en fait. J'explose tout. Mais pour me donner envie de tout exploser, eh bien, une structure à la commission, plutôt, ça me plairait beaucoup plus. Parce que là, actuellement, je travaille pure commission. C'est-à-dire que si... alors là, j'ai construit des trucs actuellement. Donc, si je travaillais plus, je continuerais à gagner un peu ma vie pendant quelques mois, en tout cas. Mais clairement, au début ou longtemps, moi, c'est directement corrélé à mon output. Plus je travaille quelque part, plus je travaille efficacement, stratégiquement, intelligemment, bien sûr aussi, et bien plus mon revenu est corrélé à cela. Et c'est vrai que j'ai l'habitude, et c'est un modèle que j'aime beaucoup. Donc je pense qu'il m'aurait fallu un truc avec de la motivation à la performance si je devais être salarié ou travailler dans autre chose. Donc si je devais arrêter aujourd'hui et que je pouvais garder mes connaissances que j'ai acquises jusque-là, je pense que bosser dans du consulting, par exemple, ça serait pas mal. En fait, je me fais une idée du consulting, tu sais. Je sais pas du tout, à nouveau, je parle de trucs que je connais pas, mais pour moi, un consultant, c'est une personne qui se présente comme ça dans une entreprise, qui fait un petit workshop comme ça, qui apprend une petite compétence là, une petite soft skill comme ça, soft skill, tu sais, des termes un peu importants qui font bien sur une présentation PowerPoint et sur un site et une carte visite. Je vais vous faire un workshop de soft skills à toute votre équipe, tranquille. 3000 balles la journée. C'est pour moi. Non. Et ça inclut les moins 20% rabais parce que j'aime bien votre entreprise. Parce que c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Donc, inclus moins 20%. 3000 € au lieu de 3005. Les gars, c'est donné. Let's go. Tu vas quand même pas priver tes employés de tous ces soft skills que je peux leur apporter. Consultant, quoi. Tu sais, le mec qui parle de métier qu'il connaît pas du tout, en fait, depuis le début. J'y connais rien, moi. Je suis un pauvre petit youtubeur, tu sais. Je n'ai aucune expérience du monde du travail. De la réalité de la vie, non plus, même. Oh là là. Oui, non, du coup, je serai consultant. Voilà, parce que consultant, ça a l'air bien, je sais pas. 3000 balles la journée, tu vois. Ça a l'air bien. À nouveau, c'est tarif suisse. Tarif suisse, j'habite en Suisse, donc en France, c'est peut-être moins, c'est peut-être plus. Franchement, j'en sais rien. Ça dépend si tu vas le faire chez Nestlé ou si tu vas le faire chez la boucherie de ton village. Bon, tu vas pas être payé pareil, j'imagine. Mais non, mine de rien, là, on va pas se mentir. J'ai beau être un petit youtubeur uniquement, j'aime penser que j'ai des très bonnes compétences, très crédibles en plus, en matière de faire croître une marque ou une marque personnelle sur Internet, développer les réseaux sociaux, comment utiliser les réseaux sociaux pour prospérer. Typiquement, je ferai des workshops en entreprise là-dessus. Nestlé, je vais vous apprendre à gagner des abonnés sur YouTube. 3000 €, je vous rappelle. Alors, et ça les vaut, ça les vaut. Nestlé, il paye...
C'est les mecs qui payent des centaines de milliers pour des logos, là, c'est bon, 3000 balles pour toutes les soft skills que j'ai à apporter, franchement, arrêtez de faire la fine bouche, quoi. Donc voilà. Après, consultant, du coup, est-ce que je serais salarié dans une boîte de consulting ? Ouais, pourquoi pas ? J'imagine qu'ils te donnent des clients et t'es quand même payé à la commission, et donc si t'es payé à la commission, j'aime bien. Sinon, je serais courtier en assurance. J'irais toquer à la porte, et si j'arrive à faire signer le mec, eh bien, je touche une super commission. Non, je sais pas. Agent immobilier, voilà. Plus tu vends de baraques, eh ben, plus tu gagnes de commissions. Enfin, c'est pas tant les commissions, c'est pas tant l'argent, j'ai envie de dire, mais c'est la motivation, la performance, et d'avoir l'impression d'être récompensé à faire plus, quoi, à travailler un peu plus, et que ça soit directement corrélé avec ce que je ramène et rapporte à ma boîte. Enfin, ça, c'est le cas normalement, hein, bien sûr. C'est ma personnalité, donc il n'y a pas de doute que si tu me donnes une place dans ta boîte dans laquelle je vais pouvoir me bouger le cul, et qui aligne mes intérêts personnels avec ceux de l'entreprise, eh bien, crois-moi que je peux faire l'autiste et travailler 12 heures par jour pour tout casser. Mais vraiment, parce que moi, je suis un fou. Soit je fais rien, soit j'explose tout, tu vois. Dans les grandes lignes, j'arrive à me mesurer dans certaines choses, mais c'est vrai que ma personnalité est un petit peu plus comme ça. Alors, évidemment, on retrouve des personnalités comme ça chez les entrepreneurs, tout ça. C'est pas pour rien que je me suis lancé aussi tout seul. Tout comme il y a évidemment plein de gens qui sont salariés, qui sont excellents et qui sont comme ça aussi. Il s'agit de comprendre les motivations de tes employés aussi, notamment en fonction du rôle dans lesquels ils postulent. Et c'est vrai que je n'ai pas une énorme expérience de ressources humaines, d'engagés, de recrutement. On a recruté quelques personnes dans notre équipe, mais c'est vrai qu'on n'a pas une énorme équipe. Ça n'a pas encore été l'objet de notre croissance, on dira, même si c'est probablement le goulot d'étranglement gentiment qui arrive. Mais reste à voir, est-ce qu'on a vraiment envie de faire une boîte monstrueuse avec 50 employés ? On n'en a pas besoin, en tout cas pour l'instant, par rapport à nos ambitions personnelles et collectives dans l'entreprise. Donc, on va voir. Mais voilà, il y a des gens qui veulent de l'instabilité et du risque dans leur métier. Il y a des gens qui veulent que ça soit bien stable, bien prévisible, bien salaire fixe à la fin du mois, et puis sécurité maximale. Enfin, sécurité maximale tant que tu gardes ton emploi en tout cas. Et c'est très bien. Les deux sont géniaux. Moi, je suis plutôt de la première catégorie, comme tu l'auras compris. Et pour répondre à la toute dernière question, là, est-ce que je pourrais devenir salarié ? Eh bien, sincèrement, c'est pas prévu du tout dans ma vie. Ça m'étonnerait, franchement. Mais on n'est jamais sûr, hein, jamais dire jamais. Mais voilà, aujourd'hui, je gagne quand même bien ma vie. Donc sur le marché du travail, en plus, si là je débarque sur le marché du travail, alors je sais pas combien de workshops à 3000 balles la journée j'arriverai à vendre, tu comprends ? Mais si j'en vends pas beaucoup, eh bien, on va pas se mentir, il y a personne d'autre que Eric Flag, les deux entreprises, mes deux entreprises, on dira, il y a personne d'autre que mes deux entreprises qui vont qui vont profiter de ma valeur, en fait. Eric, s'il travaille chez Eric Flag, eh bien, il a une grosse proposition de valeur, et donc, il a des grosses responsabilités, et donc, on est prêt à lui offrir un bon salaire. Alors que si Eric Flag, il va chez Nestlé, et qu'il fait des soft skills workshops, tu vois, probablement qu'il vaut beaucoup moins. Donc voilà, mine de rien, quand je vois tout ça, quand je vois qu'évidemment, je kiffe énormément ce que je fais, et que ça se passe bien, je ne pense pas aller travailler... Voilà, je pense pas aller signer un CDI dans une entreprise une fois, ça m'étonnerait. Mais on sait jamais. Jamais dire jamais. Mais voilà un petit peu pour cette question. On passe à la prochaine question, qui est une question de Guillaume par message vocal. Salut Eric, c'est Guillaume. Ça fait un petit bout de temps que je t'écoute, peut-être un petit peu avant le Covid, ou en même temps que le Covid, je me rappelle plus. T'es très inspirant, très intéressant, très drôle, bravo pour tous tes challenges. J'aurais jamais cru qu'un gars comme toi se mette au marathon et encore moins au triathlon, donc excellent quoi. T'as beaucoup d'idées, t'as toujours beaucoup d'idées dans tes inspirations, dans ce que tu fais, dans tes projets. Mais là, je vais te donner un nouveau challenge. Si tu manques de challenge, mais après tu décideras, c'est ta vie. C'est toi qui décides de ta vie, c'est toi qui décides de ton chemin. Je me suis dit, Eric Flag, il habite en Suisse, donc il est suisse, il parle très bien français. Mais du coup, est-ce que Eric Flag parle allemand ? Je te donne le défi de faire du Eric Flag en allemand. Et si tu connais pas,
l'allemand, bah, tu peux apprendre. T'habites dans un pays qui parle bien allemand et je pense que c'est facile d'apprendre. Donc, je te mets au défi d'apprendre l'allemand et de faire du Rickflag en allemand. T'auras comme ça, tu pourras atteindre la plus grande population d'Europe qui est germanophone, avec la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne. En tout cas, tu prends ça pour toi. Bon challenge et à bientôt. Salut. Danke, Guillaume. Oder sollte ich Wilhelm sagen, für deine Frage. Es hat sich herausgestellt, dass ich schon sehr gut Deutsch spreche. Aber es ist nett, dass du dich mich kümmerst und mir neue Ideen für Herausforderungen gibst. Danke vielmal. Non, je déconne, j'ai tout traduit. Le mec qui sort ça, j'ai tout traduit, j'ai essayé de le lire en même temps. Je ne parle pas très bien allemand, effectivement. Déjà, merci beaucoup pour ton message, Guillaume, ça fait plaisir. Merci pour ton challenge. N'hésitez pas, envoyez-moi des challenges. Vous m'envoyez des messages vocaux vous allez sur ericflag.com/podcast, comme ça vous pouvez enregistrer votre propre question. Et vous me dites, Eric, je te mets au défi, Eric Flag, je te mets au défi de X ou Y. Là, apparemment, j'ai été défié à apprendre l'allemand. Alors bon, comment dire, l'allemand, c'est toute une histoire avec moi. Hein. Comme tu l'as dit, Guillaume, je suis suisse, je parle très bien français. Merci, ça fait plaisir. Et j'ai eu 9 ans d'allemand à l'école. Et je suis une bite. Voilà, il faut dire les termes. Je suis une bite en allemand. Enfin, niveau vocabulaire, ça se passe. Ich bin ein Schwanz in Deutsch. Ouais, on va s'arrêter tout de suite avec l'allemand. Je suis nul en allemand, voilà. Le vocabulaire, j'ai des bases. J'ai des mots qui me reviennent, j'ai des mots que je reconnais. Il y a des mots que j'arrive à traduire, et pas mal, mine de rien. Pourquoi ? Parce que j'ai une très bonne mémoire et que j'ai dû apprendre tous mes vocs, parce que c'était le seul endroit où j'arrivais à faire des bonnes notes pour rattraper ma moyenne en allemand. Je crois que j'ai déjà raconté cette anecdote, mais en allemand, à la matu, donc au bac, j'ai eu un oral d'allemand au bac et j'ai eu 2. Alors c'est le système suisse, 2 sur 6. Sincèrement, en France, si vous êtes sur 20, 2, c'est dur d'avoir moins. Pour faire moins que 2, généralement, faut pas venir ou il faut vraiment rien faire. Là, j'étais venu, donc je sais pas, peut-être 4, quoi. Voilà, mettons j'ai eu 4. En allemand, l'oral d'allemand, j'ai eu 2. J'ai eu 2 sur 10, comme une merde, je suis arrivé. Non, mais en même temps, j'avais même pas lu le livre de l'examen, je sais même pas à quoi je pensais. Non, mais j'étais tellement perdu, j'étais tellement nonchalant à l'époque, c'était un truc de fou, quoi. J'avais fait mes petits calculs en mode, bon, si je fais 2 à l'examen, ça va passer. Pourquoi ? Parce que j'ai eu des 5, j'ai eu des 16 en voc. J'ai eu des notes explosées en grammaire, parce que la grammaire, j'ai toujours refusé d'apprendre. Et bon, voilà, histoire compliquée avec l'allemand, avec beaucoup de Suisses romands d'ailleurs. Hein, beaucoup de Suisses romands ont du mal avec l'allemand, certains sont très forts, et c'est vrai que l'allemand est une très bonne langue à maîtriser quand tu habites en Suisse et que tu comptes travailler un peu à un niveau national. Quand tu bosses en finance, typiquement, l'anglais c'est plus important, je pense, quand même, parce que tu vas bosser à Genève ou même à Zurich, ça sera souvent en anglais, tu pourras te démerder, mais l'allemand c'est un énorme plus. Hein. Si tu as l'anglais, l'allemand et le français, quand tu travailles en Suisse à un niveau national ou international, c'est banger, effectivement. Personnellement, ça m'est pas très utile pour l'instant. Alors, le challenge est très très cool. Franchement, j'y ai déjà pensé, figure-toi. J'ai déjà pensé, mais c'est très demandant, c'est pas forcément très rentable, suivant quoi. Et surtout, apprendre une nouvelle langue, bon, c'est vraiment un gros investissement. Si je veux le faire bien, j'aimerais aller vivre dans l'endroit. Je dis ça parce que tu me dis, oui, mais t'habites en Suisse. En Suisse, vous parlez déjà beaucoup allemand ? Bah oui, mais pas par là où j'habite. Donc, il faudrait quand même que je me casse à 2 heures de chez moi pour aller habiter dans un trou. Dans un trou, j'allais dire, mais dans un trou. Je dis n'importe quoi. Non, je peux aller à Berne, je peux aller à Zurich. Mais la culture est un peu différente quand même, hein, mine de rien. La culture suisse-allemande, je suppose, est assez suisse-allemande, est aussi influencée par la culture allemande, peut-être. Là où nous, les Suisses romands, sommes clairement des bons Suisses, mais on est aussi très influencés par la culture française, bien sûr, vu que vous êtes à côté. Je dis vous parce que la majorité des personnes qui écoutent ce podcast l'écoutent depuis la France. Donc, bonne idée, mais c'est vrai que j'aurais envie d'habiter à l'endroit pour pratiquer, pour l'apprendre. Et puis pourquoi est-ce que je ferais... pourquoi faire, hein, à part le côté challenge ? J'en ai pas vraiment besoin dans mon cadre professionnel.
J'ai pas prévu d'aller habiter dans un endroit germanophone. J'ai pas prévu de faire des vidéos en allemand, même si, effectivement, comme tu l'as fait remarquer, Guillaume, ça serait une optique de croissance pour aller conquérir l'Europe. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'apprendre l'allemand pour conquérir l'Europe ? Mais non, putain, il y a des intelligences artificielles maintenant qui font ça à notre place. J'ai même eu des exemples. En anglais, typiquement, tu as des IA qui te font ça toutes seules, qui mimiquent le timbre de ta voix et qui traduisent, et ensuite tu peux le mettre en piste audio de tes vidéos, tu peux remplacer le truc. Et il y a même des IA qui te font ça et qui te lip-sync les lèvres. C'est-à-dire qu'on dirait vraiment, j'ai vu un truc, une traduction d'un de mes podcasts en anglais, c'est ma voix, je parle anglais, et sur mes lèvres, ça parle anglais aussi. Pile synchro et tout, franchement, la technologie, c'est absolument incroyable. Donc, on va peut-être creuser ça, on va peut-être faire ça, parce que c'est vrai que là, pour le coup, c'est pas un gros investissement, j'ai qu'à balancer tout ça dans une IA, plutôt que de me faire chier à apprendre l'allemand. Ça sert plus à rien d'apprendre des langues maintenant, nos téléphones, ils vont bientôt tout traduire en temps réel, dans toutes les langues, la barrière de la langue va tomber. J'exagère. Les barrières les différences culturelles, j'espère, vont rester. Les barrières de langue vont tomber un petit peu. Même sur mon téléphone, je crois qu'il y a une option, j'ai jamais essayé, mais qui peut te traduire en texte en temps réel un appel dans une autre langue que tu reçois. T'as vu où on en est là maintenant. Mais c'est vrai que d'un point de vue pro, ça pourrait être intéressant de faire ça, parce que tu me parles de conquérir l'Europe. Mine de rien, c'est un de nos objectifs, conquérir l'Europe. On est d'ailleurs lancé un petit peu. Et là, je parle de notre activité avec ma boutique, donc la vente d'équipements typiquement. On est quoi ? On est à entre 25 et 30% de notre chiffre d'affaires se fait en dehors de la France, de la Belgique, de la Suisse et du Canada. C'est-à-dire qu'un tiers, un peu moins, un gros quart de nos revenus se font dans des pays qui ne parlent pas français et qui, typiquement, pour l'énorme majorité des gens, ne connaissent même pas Eric Flagg, l'influenceur. Tu vois, c'est écrit Eric Flagg dessus, la marque c'est Eric Flagg. Ils se disent juste... Tu sais ce qu'ils se disent, les mecs, ils se disent juste, bon, voilà, c'est le nom de la marque, il y a des commentaires extraordinaires, c'est pas cher pour ce que ça a l'air d'être, bon rapport qualité-prix, les notes sont folles, les équipements sont magnifiques, non mais j'achète. Ils se disent pas, c'est qui le clown qui fait des vidéos, tu sais, dans sa chambre et tout. Non, ils savent pas, tu vois, ils voient un nom, ils disent, bon, vas-y, c'est ultra quali, j'achète. Je suis un consommateur simple, je trouve quelque chose de très qualitatif, de très bien recommandé, et j'achète, c'est tout. Donc... c'est vrai que si en plus il y avait Eric Flagg, l'influenceur germanophone qui débarquait, ça pourrait être intéressant. Donc on va peut-être creuser ça en réalité, parce que pour le coup, parmi notre chiffre d'affaires européen, on dira hors francophone, l'Allemagne c'est largement le plus gros morceau. On a beaucoup de clients en Allemagne, on en a ensuite pas mal en Espagne et en Italie. C'est surtout ces trois-là concrètement. Il y a aussi un peu de Pologne, il y a un peu de Pays-Bas, il y a un peu de Suède, mais c'est minime en comparaison. Il y a quelque chose à faire. Pas besoin d'apprendre l'allemand ou le suédois pour ça, je pense. Et puis Royaume-Uni, très peu, parce que Royaume-Uni n'est plus dans l'Europe, et donc ça complique pas mal les choses. Mais c'est pour dire... D'ailleurs, on travaille actuellement à s'exporter en Amérique, notamment avec notre incroyable best-seller qui est notre gilet lesté, jusqu'à 20 kilos. Après, c'est toute une histoire. On a ouvert une entreprise en Amérique. Là, il faut faire domicilier tout ça, etc. C'est compliqué pour qu'on puisse envoyer du stock là-bas et essayer de vendre notre gilet en Amérique, là où Eric Flagg n'est personne, concrètement. Et ça aiderait beaucoup d'avoir des vidéos d'Eric Flagg en anglais. Et ça pourrait se faire par le même biais, ou même je pourrais les faire moi-même, vu que je suis bilingue. Tu comprends, je suis bilingue anglais et français. Mais on va voir. C'est intéressant, on pourrait faire ça. Surtout que l'idée ce serait peut-être, et ça peut-être ça arrivera, une chaîne Eric Flagg auf Deutsch et une chaîne Eric Flagg in English, j'imagine, où dessus il y aurait des vidéos traduites, notamment les vidéos qui sont liées au sport et au street workout, typiquement, si c'est pour but d'agrandir la notoriété de la marque. Concrètement, bien certaines de mes vidéos sur les tutos, sur le street et tout ça, qui sont excellentes, toutes langues confondues, en tout cas qu'ils l'étaient quand elles sont sorties, mais je pense pas qu'on ait révolutionné le truc depuis. Je suis très fier de tous les tutoriels pour apprendre des exercices et tout que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Tout ça pourrait être traduit, et voilà, c'est une optique. Mais actuellement, je fais beaucoup de vélo. J'ai moins de temps pour traduire mes putains de contenus là. D'ailleurs,
Les tutos sont excellents, et bien évidemment les équipements et les programmes sont excellents aussi. Donc si jamais tu veux développer ton corps et ton esprit encore plus efficacement, tout en soutenant mon travail et ces podcasts qui sont gratuits, eh bien ericflack.com pour nous aider à conquérir l'Europe. Parce qu'on va pas pouvoir le faire tout seul. Merci beaucoup. En vrai, si je devais apprendre une nouvelle langue, je pense que ça serait l'espagnol. Parce que ça m'attire plus. Je me dis que ça serait plus pratique dans ma vie perso, pour voyager, pour découvrir plus de nouvelles cultures, j'imagine. Les cultures hispanophones, hispaniques, m'intéressent plus que les cultures germanophones, j'avoue. Je suis plus attiré par le climat aussi des pays qui parlent espagnol, j'ai l'impression. Donc voilà, mais bon, c'est un budget en temps tout ça, hein. Et vu que je fais très attention à comment j'utilise et j'investis mon temps en général, c'est vrai que d'apprendre l'espagnol, bah ouais, je pourrais faire une vidéo, j'apprends l'espagnol en 30 jours. Ça pourrait être sympa, ça pourrait bien marcher, même si ça serait un petit peu nouveau par rapport à mes concepts habituels, on dira. Ça sera l'occasion de voyager, mais j'irai 3 mois, non même pas, j'irai 1 mois en Espagne ou j'en sais rien, au Mexique. J'apprends le truc au maximum, je tryhard le truc, je rentre chez moi, je ne parle plus jamais espagnol, j'oublie complètement. Et puis c'est terminé, j'ai juste fait une vidéo dessus, ça m'a pris 1 mois. En vrai, ça se pourrait. Ça pourrait le faire, mais... Ouais. Bah typiquement, j'ai fait de l'allemand que je raconte. J'ai fait de l'italien pendant 1 an, j'ai pris des cours d'italien, et à la fin, j'avais j'avais un niveau B2, quoi. Oui, B2, c'est ça. Mais depuis, j'ai pas du tout entretenu le truc, j'ai perdu une bonne partie de mon italien. Alors je comprends quand même assez bien tout ce que j'entends, la plupart du temps, mais j'ai beaucoup de mal à parler maintenant. Bref, voilà. Et donc je reviens, pendant qu'on est sur cette petite parenthèse sur les langues, je parle très bien anglais depuis très longtemps. J'ai appris l'anglais jeune, clairement, j'en ai aussi eu à l'école. Typiquement, tout ce que j'ai appris en musculation, en nutrition, j'ai tout lu et appris en anglais à l'époque, donc il y a plus de 10 ans maintenant. C'était déjà plus avancé que le français, enfin bref, tous les contenus, tout ce qui est disponible en anglais, c'est tellement en avance sur le français, ou c'est tellement des choses qui ne seront jamais en français. Si j'avais jamais parlé anglais, si j'avais jamais appris à parler anglais, je suis même pas sûr que je serais aujourd'hui en train d'enregistrer ce podcast, parce que à mon avis, je serais en train de bosser dans une banque, et je serais le seul mec dans la banque qui ne parle ni anglais ni allemand. Donc ça aurait pas été facile de me faire engager en Suisse, tu comprends? C'est ça une des beautés en Suisse, c'est que tu es quasiment obligé, ou alors la culture est telle que tu es extrêmement poussé à apprendre une deuxième langue que le français ou l'allemand ou l'italien que tu as de base. Et ça, c'est très très pratique. Notamment l'anglais, parce qu'en Suisse, on parle beaucoup anglais pour se comprendre les uns les autres. Bref, l'anglais, c'est absolument banger. Si tu ne parles pas anglais, je ne peux que te recommander à 1000% d'apprendre et de faire l'effort d'apprendre cette langue. Parce que autant en apprendre une de plus, je trouverais ça pas nécessairement ultra rentable vu mes objectifs de vie, mais alors l'anglais, ça a tout fait. Littéralement, tu apprends l'anglais, tu débloques 95% de la connaissance mondiale, là où on était coincé à 5% en ne sachant que l'anglais. Alors, les proportions, tu m'excuses, peut-être c'est pas ça, mais tu comprends l'idée, ça te débloque un monde, quand tu parles anglais, qui est mondial, hein, typiquement. Donc voilà, on va passer à la question suivante. Merci Guillaume. Donc ericflack.com/podcast, si tu veux poser ta question, et j'y répondrai peut-être dans un prochain épisode. Prochaine question. Souhaites-tu fonder un foyer, avoir des enfants? Si oui, biologique ou adoption? Ouais, là on entre un peu plus dans les questions perso/dev perso. Est-ce que je veux fonder un foyer, avoir des enfants? Oui, je l'ai déjà dit, sauf erreur, j'en suis sûr et certain, je vais tout faire, tout ce qui est en mon pouvoir pour avoir des enfants, je vais le faire. Je veux un foyer, je me réjouis déjà d'ailleurs de fonder un foyer familial, que ce soit à l'endroit même, soit une maison, je l'espère. J'ai eu la chance de grandir, j'ai eu la chance de grandir dans une maison avec un jardin, et j'aimerais beaucoup pouvoir offrir ça à mes enfants également. Donc je me réjouis de pouvoir fonder le foyer, c'est-à-dire essayer d'avoir une maison, c'est prévu et ça devrait pouvoir se faire, mais trouver l'endroit, aménager l'endroit. Tu vois, mon appart, sincèrement, là, j'ai mon appart, je l'aime beaucoup cet appart, mais quand je l'ai acheté, je me suis clairement dit... j'espère que c'est provisoire de fou en fait. J'espère bien pouvoir avoir une maison pour élever mes enfants une fois. Donc revendre l'appart et puis acheter une maison, tu vois le truc.
Donc l'appart, je l'ai acheté rapidement et puis je suis moins investi dedans que ma future maison, je l'espère, où j'ai vraiment envie que ça soit l'endroit où les enfants ils naissent, ils grandissent plutôt. Et j'ai envie d'avoir un truc cool, enfin, tu vois. Tout le monde a envie, évidemment, d'avoir envie d'avoir un lieu de famille pour élever sa famille, typiquement, qui soit correspondant à ce que tu as envie d'avoir, quoi. Donc voilà, et puis évidemment, éduquer mes futurs enfants, si j'ai la chance de pouvoir le faire, eh bien, je me réjouis beaucoup. Et évidemment, tout cela, je ne peux ni ne veux le faire tout seul, bien sûr. Les enfants, 2 ou 3, franchement, 2 ou 3 enfants. Alors personnellement, je rappelle juste un petit peu, vu que je réponds à des questions sur moi un peu, dans cet épisode, je pose le contexte. Je m'appelle Eric, enchanté. J'ai 33 ans, j'ai un grand frère, j'ai une petite sœur. Et donc, nous étions 3 enfants dans ma fratrie. Et on a grandi dans une maison avec un jardin, comme je l'ai dit. D'abord en appartement, et puis ensuite, mes parents ont pu déménager dans une maison dans laquelle j'ai grandi depuis mes 6 ans, jusqu'à ce que je déménage avec mes parents. Et ça, c'était quand j'avais déjà commencé à faire mes vidéos. C'est-à-dire que tu retournes sur la toute première vidéo de ma chaîne YouTube, eh bien, c'est ma chambre dans la maison de mes parents, là où j'ai grandi. Donc, c'est la même chambre dans laquelle je suis arrivé quand j'avais 6 ans. Et ensuite, j'ai déménagé pas mal. Et en fait, tous mes apparts et tous les endroits où j'ai vécu derrière, ils sont dans mes vidéos parce que ça fait 6 ans et demi que je fais des vidéos maintenant, mine de rien. Ça va en faire des souvenirs pour plus tard, toutes ces vidéos. Pour mes enfants aussi, je pourrais les éduquer avec ça. Voilà, je leur mettrai une playlist de expansion par Eric Flag. Comme ça, je leur raconterai des histoires comme ça, ils écouteront mes podcasts et genre... Alors, ce sera un travail d'équipe, entre papa, maman et le reste. Mais tout ça pour dire, oui, j'ai beaucoup envie d'avoir des enfants, 2 ou 3, je pense. Enfin, ça dépend. Hein. Je veux dire, on va déjà en faire éventuellement 1, et puis ensuite on verra comment ça se passe, et puis 2, et puis on verra, tu vois. Tu vois l'idée? Ça, c'est les plans. Hein. Tu sais ce que c'est les plans? Qu'est-ce qu'on dit? You plan, God laughs. Tu planifies, Dieu rigole. Ouais, voilà, je suis pas très religieux, clairement, mais ça me semble plutôt précis, donc on va voir. Ce qui est sûr, c'est que, pour moi, donner la vie et avoir à prendre soin de la vie, à l'élever, à l'aimer, à la préparer, à se débrouiller dans ce monde, c'est une des plus grandes responsabilités qu'on puisse avoir. Et j'adore les responsabilités, je veux embrasser cette énorme responsabilité, parce que je pense que c'est une expérience de vie absolument unique. Et personnellement, hein, ça ne regarde que moi bien sûr, mais j'adorerais pouvoir avoir cette expérience et je veux absolument, comme je l'ai dit, tout faire pour pouvoir. Donc j'espère que je pourrai. J'ai jamais fait de test de fertilité, peut-être que j'aurais dû. Je n'ai jamais fait congeler mes spermatozoïdes, peut-être que j'aurais dû. On verra. Si par malheur, ce n'était absolument pas possible, eh bien je pense qu'on considérerait l'adoption, probablement, effectivement. Mais bon, c'est pas la question actuellement, donc on va pas encore y penser. C'est pas prévu non plus dans 9 mois encore, mais bon, j'ai 33 ans, donc je te tiendrai au courant et je te ferai des épisodes récap, t'inquiète pas, de temps en temps, quand je serai plongé dans les couches sales, dans les pleurs la nuit, entrecoupés, je l'espère, de moments d'émerveillement incroyables qui les accompagneront, j'espère bien. Il n'y aura pas que des couches sales, il y aura aussi des moments uniques, c'est sûr. Mais bon, on n'est jamais prêt à être parent avant qu'on soit lancé dedans, même si c'est clair que le sujet de la parentalité, on dira, est un truc que je trouve très intéressant, qui m'attire, et dans lequel je me plongerai en temps voulu. Évidemment, tout ça, hein, je te raconte ça, moi je suis actuellement en couple depuis un bon petit moment, ça se passe très très bien, on en a évidemment beaucoup parlé avec ma copine, donc voilà. Et puis c'est pas un sujet à laisser de côté trop longtemps quand tu te projettes dans une relation sérieuse, évidemment, hein, les enfants, tout ça, c'est bien connu. C'est quelque chose sur lequel il vaut mieux être d'accord et aligné. Et en parlant de ça, on est plutôt d'accord et aligné, on est carrément d'accord et aligné même avec ma copine sur notre vision plus traditionnelle de la famille en ce qui nous concerne. Donc voilà pour ça. On verra, hein, c'est pas encore prévu pour tout de suite. Mais comme j'ai dit, on se tient au courant. Si jamais, tu seras le premier au courant. Voilà. C'est pas vrai. Mais un jour, je te le dirai, c'est sûr. Prochaine question.
Mon rapport à la vieillesse, quel est mon rapport à la vieillesse et de me voir prendre de l'âge dans le miroir? Alors, question très intéressante. Première chose qui me vient, c'est que j'ai envie de dire, on en reparlera quand je me sentirai un peu plus concerné. J'ai pas l'impression, pour le coup, là... Alors oui, je me projette évidemment, mais là tout de suite, comme j'ai dit, j'ai 33 ans, j'ai pas du tout l'impression d'être dans le déclin de ma vie, quelque part, donc j'ai pas l'impression de décliner, un déclin, tu vois ce que je veux dire, déclin biologique, on dira, physiquement ou mentalement ou spirituellement. Clairement, toutes ces choses-là, j'ai l'impression, ne font que monter dans ma propre estime et dans ma propre perception de moi-même, on dira, depuis des années. Notamment depuis que j'ai terminé mes études un peu random et que je me suis pris de passion pour la création et le développement, que ce soit de moi ou d'entreprise typiquement. Donc j'aime bien ma vie actuellement. J'ai pas l'impression de dépérir, clairement. Voilà, on va commencer par ça. Mais comment dire, mon rapport à la vieillesse et me voir me prendre, parce qu'en fait, clairement. Et ça, j'en ai des preuves, et je l'ai déjà remarqué, d'ailleurs, et c'est pas les choses qui me font le plus plaisir, pour rebondir concrètement sur cette question. Comme je l'ai dit, ça fait 6 ans et demi que je fais des vidéos, eh bien, je peux à tout moment aller regarder les vidéos de moi, Eric, 27 ans, la fleur de l'âge, qui fait des vidéos tout seul dans sa chambre tranquillou. Et quand je les regarde, des fois, je regarde vite fait, ou je retombe sur des vieilles photos, je me dis, ouais... J'ai vieilli un peu quand même. Je dis ça, en fait, pour moi, le marqueur le plus présent de vieillesse chez moi, c'est que je perds mes cheveux. Alors ça, c'en est un beau, et tu en conviendras si tu es un homme d'un certain âge plus ou moins avancé, parce que entre nous, les mecs, on sait très bien que c'est difficile de perdre ses cheveux, et qu'il y en a qui ne les perdent pas, et putain, les mecs, franchement, jackpot, bravo. Ça m'aurait pas déplu de tomber dans cette catégorie. Alors, quand tu regardes là la vidéo et tout, tu te dis non mais ça va Eric, t'abuses, regarde, t'as encore bien des cheveux et tout. Et c'est vrai, de face c'est pas mal. J'ai pas les golfs trop creusés, même s'ils sont un peu fins. Par contre, je sais plus comment ça s'appelle, le derrière là, le derrière la tête, le dessus la tête, c'est beaucoup moins bien. C'est beaucoup moins bien. Donc c'est pas mon profil préféré à la caméra ou en temps normal, c'est pas vraiment du dessus, tu vois ce que je veux dire. C'est plutôt de face. Donc pour les podcasts, ça m'arrange bien pour l'instant. Enfin, ça m'arrange bien, tu vois. Mais c'est pour dire, je vois que j'ai moins de cheveux. Donc ça, je suis obligé de le voir. Et je vois que mon visage est beaucoup plus... est quand même plus marqué aujourd'hui, quoi. Voilà, j'ai quand même le visage plus marqué, je suis obligé de le reconnaître. En fait, j'ai l'air plus jeune. Et quand je vois ça, je me dis, putain... J'ai des vidéos de moi où j'étais jeune et entre guillemets beau, enfin j'exagère, tu vois, je me trouve très bien. Je me trouve mieux aujourd'hui parce que plus mature et mieux dans sa tête et mieux partout. Mais c'est vrai que force est de constater que j'ai le miroir de mes vidéos et ça va continuer en mode, bon bah regarde Eric, à quoi tu ressemblais il y a 6 ans, à quoi tu ressemblais il y a 10 ans peut-être. Et il va falloir assumer ça quelque part. Donc j'aime penser, et ça c'est évidemment un travail pour tout le monde et c'est évidemment une question qui est intéressante pour n'importe qui. Et comme d'habitude, pour ce podcast et pour les questions qui sont encore plus appropriées dans cet épisode, qui est quand même un épisode un peu particulier, n'hésite pas évidemment à te faire ta réflexion pour toi. C'est le principe, hein, c'est que tu m'écoutes parler, moi j'essaye de sortir des idées, d'en discuter, des idées plus ou moins profondes. Hein, quand je te dis que j'ai envie d'avoir des enfants, c'est peut-être un peu moins profond, mais tu peux te poser la question aussi, tu vois. Enfin bref, tout ça pour dire, n'hésite pas à te faire tes propres réflexions en parallèle, c'est évidemment le but. Mais j'aime penser qu'avec l'âge et avec encore plus de maturité, je saurais faire avec le déclin à nouveau, typiquement de mon corps et de mes capacités physiques, parce que les quelques fois où on m'a posé cette question, c'était généralement en rapport en mode « Bah Eric, quand tu pourras plus faire autant de sport, est-ce que tu vas pas mal le vivre ?» Et bien, de ce point de vue-là, j'ai une vision déjà qui est de plus en plus axée santé dans mes activités sportives ces dernières années, notamment avec l'introduction du cardio. Alors bon, certaines personnes pourraient dire que s'entraîner pour faire un Ironman n'est pas la meilleure option pour améliorer sa santé. J'en conviens, mais je suis comme ça. Moi, c'est comme ça. Il faut que je me lance dans un truc, il faut que je fasse le ouf dans un truc, et ensuite je me calme, et ensuite je me stabilise, et ensuite je trouve le rythme de croisière.
que j'ai tout à fait trouvé quand j'avais terminé mon marathon. C'est-à-dire, je vais courir 3 fois par semaine, 3 fois par semaine, je vais à la muscu. Et c'est un rythme que quelque part, je me réjouis de retrouver aussi après mon Ironman, histoire de revenir à une baseline un petit peu plus normale. Mais c'est pour dire que j'ai de plus en plus cette optique-là de santé, de longévité, de vitalité dans mon activité physique. Et j'espère tout faire pour trouver trouver un équilibre le plus longtemps possible. Ça a toujours été très important pour moi. Un équilibre aussi entre le corps et l'esprit. Typiquement, c'est quelque chose qui m'attire énormément depuis le tout début. Tout ce que j'ai créé, typiquement, mes passions, c'est pas juste de faire du sport, de faire des pompes, tout ça, je pense que tu l'as compris en écoutant ce podcast aussi. Sinon, ce podcast n'aurait pas lieu d'être, parce que je ne peux pas faire des pompes dans ce podcast. Enfin, je peux les faire, mais c'est beaucoup moins intéressant que de les faire en vidéo, tu vois. Non, le corps et l'esprit, c'est deux choses qui sont indissociables pour moi, qui ont peu d'intérêt l'une sans l'autre, d'ailleurs. C'est aussi comme ça que j'ai réussi à diriger mon métier avec un énorme plaisir personnel, parce que j'ai pas envie de faire du sport toute la journée et de juste utiliser mon corps au quotidien de mon travail. J'ai pas envie d'être assis toute la journée, de juste utiliser mon cerveau et mon intellect et mon esprit au quotidien ou dans mon travail. Je suis très content de pouvoir faire les deux et j'espère pouvoir faire les deux le plus longtemps possible, parce que le corps sans l'esprit ou l'esprit sans le corps, déjà dans la pratique ça fait peu de sens, mais en plus on perd tellement à dissocier ou à négliger l'un et l'autre. Donc l'idée, ça va être de trouver un équilibre et que peut-être plus tard, quand le corps suivra moins naturellement, eh bien l'expérience, la maturité, l'esprit, la sagesse, la spiritualité, que sais-je, la créativité auront d'autant plus pris le relais ou pris de place ou autre chose. Tu vois, même je dis ça, la vie de famille par exemple, j'en sais rien, tu vois. Il y aura toujours d'autres choses, je l'espère, mais j'ai pas prévu de perdre l'usage de mon corps tout de suite, je te rassure. Mon but, ça va justement être de le garder, de le maintenir le plus longtemps possible, le mieux possible, et d'entretenir tout ça au quotidien. Je me souviens typiquement, j'ai parlé avant là, du travail, là, des CDD que j'ai fait là, quand j'ai travaillé au service civil, où j'avais mon taf à 100% là, pendant des mois, 7 mois là. Quand je bossais au service civil, pendant 13 mois, j'ai fait ça. C'était 2 endroits différents, mais il y avait un point commun entre ces 2 activités, c'est qu'une fois j'étais employé de bureau quoi, pendant 6 mois, et l'autre fois, pendant 7 mois, j'étais animateur dans un centre socio-culturel pour personnes handicapées physiques, pendant 6 mois, cela. Et les 2 fois, alors j'ai trouvé ça extraordinaire, surtout la deuxième. La première, c'était pas très drôle, c'est pas très amusant, il n'y a pas grand-chose. C'était vraiment un peu bébête ce que je devais faire pendant 6 mois. C'est pour ça que je jouais aux jeux vidéo, que je lisais des livres sur la nutrition et que j'allais m'entraîner à midi pour faire des muscles, parce que c'est ça c'était le meilleur moment de ma journée. Mais dans les deux concrètement, pour en venir au point et pas partir dans une histoire qui pourrait durer une demi-heure, ces 2 métiers-là que j'ai fait, j'ai senti que je manquais cruellement de stimulation intellectuelle, quoi. Je devais juste utiliser mes mains, je devais juste utiliser mon corps, faire des choses et tout. Et donc mon esprit était là, putain, mais on se fait quand même un peu yesh. Et donc j'avais du temps pour réfléchir, heureusement, et ça m'a bien servi, hein, je regrette absolument pas. Comme je l'ai déjà raconté dans d'anciens épisodes, là, sur comment je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, sauf erreur, c'était justement pendant mes études et pendant ce service civil obligatoire où j'avais un espace mental mais vide. J'avais pas besoin d'utiliser mon esprit pour travailler, et donc mon esprit pouvait tourner toute la journée quand même en me disant putain mais Eric, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie une fois que tu auras terminé, une fois que tu auras fini de servir ton pays, parce qu'évidemment si je faisais ça c'est parce que j'étais obligé en tant que citoyen suisse. Enfin, j'aurais pu aller à l'armée mais j'ai pas voulu, bref, c'est une autre histoire, mais j'ai besoin en fait de réfléchir, j'ai besoin de bouger. C'est comme quand j'étudiais comme un fou mes examens à l'université, il fallait absolument que j'aille m'entraîner au moins tous les 2 jours pour ne pas péter un plomb à réviser toute la journée. Tu te lèves, tu révises, tu manges, tu dors, tu te lèves, tu révises. Alors, je pense que beaucoup d'étudiants peuvent s'apparenter à ça, que ce soit en période d'examen ou même pour certaines en période de semestre normal, parce qu'il y a beaucoup de travail, qu'il faut travailler tout le temps, parce que tu es en prépa et qu'il faut bombarder, quoi. Moi, il fallait absolument que j'aille non seulement il fallait que j'aille au sport, mais en plus, aller 1h30 au sport, c'était le truc le plus productif que je puisse faire pour bien réviser mes examens. Parce que moi, je me faisais des séances de ouf, hein. Réviser mes examens, c'était un bloc dans ma vie qui était casé, hein. C'est en mode, bon,
J'ai pas fait grand-chose pendant le semestre, donc j'ai 3 semaines avant les examens, je ne fais que ça, plus m'entraîner bien sûr. Parce que c'est magnifique, je me souviens encore, j'ai d'ailleurs des super souvenirs de séances de sport et de sport dans ces périodes, parce que c'est dans ces périodes qui étaient très intenses intellectuellement, hein, pendant les études, où on demandait surtout d'être assis et de réfléchir, que j'ai des super souvenirs de séances de sport. Je me souviens des séances de sport, notamment une, quand je suis sorti de mon examen de finance d'entreprise en 3e année d'HEC, donc HEC Lausanne, 3e année, je termine mon examen de finance d'entreprise. J'ai travaillé comme un abruti, comme un forcené là-dessus. Je sors de l'examen, je sais que j'ai tout réussi en fait. Je me dis putain, mais quelle vie, quel sentiment trop stylé. J'ai réussi mon examen et là, qu'est-ce que je fais? Je vais m'entraîner. Oh là là. Non mais c'est magnifique. C'est un sentiment incroyable. J'ai réussi mon examen et surtout, ça y est, il est l'heure d'aller s'entraîner. Parce que là, voilà, le cerveau, on va le mettre sur le back burner là, et puis on va mettre les biceps en avant un petit peu. Et puis on y va, quoi. On tape dedans, on se fait une belle séance, on rentre, on est cassé de partout, on a beaucoup réfléchi, on s'est beaucoup entraîné. Et là, putain, on dort bien, quoi. Enfin bref, j'ai des bons souvenirs de ça, tout comme j'ai des bons souvenirs de mes pauses à la bibliothèque pour aller à la salle, justement, le highlight de mes journées passées à réviser. Et des fois, je m'entraînais même à la bibliothèque. Typiquement avec Elio, on s'entraînait des fois à la bibliothèque, on faisait des handstands dans un coin, on faisait des front levers sur les barres de la bibliothèque qu'il y avait. C'était aussi vers la fin, typiquement, voilà, je travaillais mon mémoire de master à la bibliothèque, et c'est à ce moment-là que je commençais à faire des vidéos sur Instagram et tout, avant que je commence sur YouTube. Un jour, il sera l'heure de raconter cette histoire, d'ailleurs. C'est une histoire l'histoire de comment j'ai commencé YouTube dans les détails et comment je m'en suis sorti et tout, c'est un truc que je n'ai jamais raconté en détail. Et au tout début de ce podcast, il y a 3 ans et quelques, j'avais dit « Ouais, je vais parler de ça ». Je l'ai toujours pas fait. Mais une fois que j'aurai raconté l'histoire, je pourrais plus la raconter, donc je garde ça pour un prochain épisode. Mais bref, il y a eu des sessions de travail intensives à la bibliothèque, travail sur le compte Instagram, de travail pour les études, et on allait se taper des petites séries avec Elio sur le côté entre deux, quoi. Donc des très bons souvenirs. Tout ça pour dire, je compte cultiver tout ça le plus longtemps possible, je l'espère, dans la mesure que c'est possible, hein, bien sûr, malgré l'âge dans le miroir. J'espère devenir de plus en plus sage pour être capable d'accepter et même d'embrasser comment mon corps et mon psyché vont évoluer et vont se métamorphoser et vont peut-être me limiter à l'avenir. Mais bon, ça j'ai envie de dire, on en reparlera. J'aime penser, il y a beaucoup de choses que j'aime penser, tu sauras. J'aime penser que je vais réussir à trouver la sagesse d'accepter et d'évoluer en parallèle de mon corps, de mes limites et de mon environnement et tout ça. Et bien sûr, tout cela repose aussi sur la projection que je fais à partir de ma situation d'aujourd'hui et sur l'espoir qu'il ne m'arrivera rien, à moi ou à mes proches, de très grave, qui viennent entraver tout cela de façon irrémédiable. Parce que bien sûr, la vie peut être injuste, imprévisible, et donc on ne sait jamais. Donc, en attendant, on profite, on profite tant qu'on peut, en tout cas, ça c'est sûr. Prochaine question. Qu'est-ce que la danse t'a apporté? Ah, la danse. Ah, je vais poser un petit peu le contexte. Ça fait presque 1 an maintenant que je prends des cours de danse et que je vais danser toutes les semaines 1 heure le mardi soir. Alors ça, tu le savais déjà, si tu me suis sur Instagram déjà, hein, bien sûr, @ericflag, tout comme tu peux suivre le compte du podcast, @ericflagpodcast. J'en avais parlé également dans l'épisode 113, qui est sorti fin octobre 2023, donc ça fait un petit moment, et il était sorti à peu près 1 mois et demi après que je commence la danse. Et j'avais donné mes premières impressions dans cet épisode, qui avait bien plu d'ailleurs. Et il est l'heure de faire une update danse. Allez, c'est parti. Là, on vient de terminer l'année scolaire. En fait, là, on est en vacances. Les cours s'arrêtent là entre mi-juillet et puis fin août. Donc, officiellement, j'ai plus ou moins pris 1 an de cours de danse. Alors bon, j'y suis pas allé tout le temps. J'ai raté quelques cours, mais pas beaucoup. Hein. Sur une année, j'ai pas raté beaucoup parce que j'aime beaucoup et j'avais pas du tout envie de rater. On va reprendre fin août et je vais continuer la danse. Franchement, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je n'ai jamais dit quelle danse je faisais. Mais bon, ici, c'est le podcast.
On est entre nous, tu sais. Je dis des choses ici que je ne dis nulle part ailleurs, même à des personnes que je connais dans la vraie vie. On se connaît un peu maintenant, enfin tu me connais un peu maintenant. Donc rien que pour toi, je vais te le dire, mais tu le dis à personne, hein, d'accord? Parce que je ne le répéterai pas. Je fais de la bachata, voilà. Il y en avait sûrement qui avaient deviné, c'est vrai que j'ai fait quelques petits pas des fois en story, puis on m'a dit « Tiens, ça c'est les pas de base de la bachata ». Effectivement, ceci est les pas de base de la bachata. Pourquoi la bachata? Eh bien pourquoi pas, mon pote? Non, pourquoi? Parce qu'en fait quand j'étais au Mexique, avec Elio, c'était 2022, janvier 2022 je crois, on était dans une auberge et il y avait des cours de bachata quasiment tous les soirs, des soirées bachata. Et peut-être j'avais déjà raconté cette histoire d'ailleurs dans cet épisode, donc je vais la faire courte au cas où c'était le cas. Mais il y avait des cours de bachata et je voyais ça et je me dis putain mais c'est beaucoup trop stylé en fait. C'est incroyable en fait. Je regardais les mecs. Parce que, enfin, tu vois, entre mecs, en fait, on regarde surtout les mecs. On veut surtout la validation des mecs, tu comprends? Il y a différentes recherches de validation de la part des mecs et des filles, on dira. Évidemment, ça dépend des orientations et préférences de chacun, bien sûr. Mais moi, je regardais les mecs, je me dis, putain, beau gosse. Enfin, surtout, je me projetais moi en me disant, putain, j'oserais jamais. Enfin, je me projetais moi en mode, comment je me suis comporté avec les filles pendant très longtemps dans ma vie, en mode, t'as qu'à aller écouter l'épisode, 131, là, où je parle de filles, d'alcool et de porno, là. J'en raconte un peu comment je me comportais avec les filles pendant longtemps. Ça m'a pris du temps avant de mûrir un peu et d'apprendre à me démerder, on dira. Et donc, quand je fais ça, je dis, ah, putain, c'est magnifique. C'est gracieux, c'est de l'art, ça danse, ça tourne, ça... Pouf. Magnifique, j'ai trouvé ça trop stylé, je me suis dit, un jour j'essaierai d'apprendre, parce que, un jour, tu vois, il y a beaucoup de choses qu'on se dit un jour, sauf que je l'ai fait. Et d'ailleurs, c'était aussi le message de cet épisode 113, donc je te renvoie à celui-ci si tu veux plus de contexte et que tu l'avais pas écouté. Comment il s'appelle? Il s'appelle « Ton futur toi te supplie d'arrêter de repousser ta vie ». Très beau titre, effectivement, j'étais inspiré ce jour-là. Du coup j'ai continué, du coup j'ai décidé de faire de la danse et j'ai choisi la bachata pour cette raison. Pour répondre à la question, qu'est-ce que la danse m'a apporté? Question intéressante, j'ai relevé quelques points, parce que j'y ai réfléchi un petit peu quand même, c'est intéressant pour moi de pondérer aussi et de réfléchir à tout ça, c'est aussi le principe de ma création de contenu parfois, ça m'aide à faire cela, à réfléchir, et l'idée c'est évidemment que ça t'inspire à faire de même. Ce que ça m'apporte, je l'ai remarqué, c'est vraiment une bulle. C'est une bulle dans ma vie, quoi. C'est un truc de fou. C'est 1 heure de ma semaine où je fais quelque chose de complètement différent de tout le reste de ma vie, avec des personnes différentes, dans un endroit différent, avec des objectifs. Voilà, mais même objectif, c'est pas nécessairement le bon mot. Différent. C'est vraiment, j'y vais et c'est pas je change de vie pendant 1 heure. Mais si je devais résumer ça rapidement sans trop y réfléchir, je dirais ça. À la limite, je change de vie pendant 1 heure et ça fait du bien. C'est très rafraîchissant, c'est génial. Franchement, je trouve ça génial. Alors, parce que moi, je suis beaucoup dans l'énergie de faire. On pourrait mettre en complémentarité le faire et le être, tu vois. Et je suis beaucoup dans le faire, il faut faire. Je fais ci, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça. Et je passe beaucoup moins de temps à être. Et dans une activité telle que la danse, dans une activité artistique, si j'oserais même dire, dans une activité avec un peu plus de féminin que de masculin, eh bien, on cherche souvent un petit peu plus à être que à faire, et c'est quelque chose qui me fait du bien pour équilibrer mes énergies. Vois-tu, j'ai fait un épisode là-dessus aussi, sur le masculin et le féminin. Et alors, il y a évidemment beaucoup de faire là-dedans, et ça me plaît beaucoup, parce que moi, faire, j'adore faire des trucs. Et quand je dis ça, c'est qu'il faut évidemment apprendre la danse, ça c'est génial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, il faut savoir compter jusqu'à 8, spoiler, c'est quand même pas pour tout le monde, 1, 2, 3, 4, c'est assez carré, il y a des mouvements précis, il y a des pas que je peux mémoriser, il y a des enchaînements, il y a des chorégraphies, c'est l'homme qui guide, en tout cas c'est moi qui guide, le guideur, il faut qu'il sache exactement, enfin il faut qu'il sache un peu qu'est-ce que je fais ensuite. Et puis la followeuse ou bien la femme, eh bien, elle doit être réceptive, elle doit maintenir son cadre et elle doit bien comprendre ce qu'on essaie de lui faire comprendre pour se faire danser quelque part. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est aussi un magnifique moyen de juste être. Une fois que tu maîtrises les bases, en tout cas, une fois que tu as un certain niveau, parce que quand tu es débutant dans quelque chose qui peut aider ça, alors tu peux faire des danses où juste tu es, etc. J'ai appris l'existence
de choses qui s'appellent les danses extatiques. Je ne vais pas entrer beaucoup plus dans les détails, mais tu pourras rechercher ça si c'est quelque chose qui peut te parler. C'est des soirées où tu vas et il y a juste, tout le monde danse, enfin des gens dansent, entre guillemets, comme tu veux. C'est vraiment, tu viens comme tu es et danse comme tu veux. C'est un concept sympa qui peut aider, je suppose, à relâcher aussi ce genre de choses. Mais moi, il faut quand même que je réfléchisse un petit peu. Je peux pas arrêter de réfléchir, c'est trop effrayant. C'est trop effrayant, exactement. J'allais dire, non, c'est moi qui ne suis pas encore à même de réussir à le faire, peut-être. Mais je m'entraîne, j'essaye. Et donc, être un petit peu, quand j'y vais, je peux, maintenant que je me débrouille un tout petit peu mieux, parce que franchement, je suis toujours débutant, hein, clairement, mais je peux y aller quand je connais les pas, parce que c'est vrai que j'ai une bonne mémoire, donc je mémorise assez bien les pas, et puis je peux plus facilement me concentrer sur penser à rien, essayer de couler, essayer d'être un peu plus gracieux, essayer de me décoincer un peu, essayer d'avoir des mouvements un peu plus fluides, un peu plus circulaires, d'être dans le flow de la danse et de la musique, plutôt que d'être carré, bien rectangulaire, avec des angles bien droits, comme je le suis dans beaucoup de domaines de ma vie, et de ma personnalité d'ailleurs. Ça fait du bien d'arrondir les angles un peu, clairement. Mais comme je l'ai dit, ça demande quand même un certain niveau et un petit peu d'assurance pour pouvoir se laisser aller. Et c'est vrai que là, j'arrive gentiment là. Et comme je l'ai dit, c'est juste génial. Le mardi, je me casse. Et pendant 1 heure, je change de monde, en fait. Littéralement, je change de monde. Ça, c'est génial. Qu'est-ce que ça m'apporte d'autre? Ça m'apporte de la légèreté, de la grâce, de l'expression corporelle différente. L'expression corporelle, j'adore, comme tu dois savoir un petit peu, j'adore apprendre à bouger mon corps dans l'espace. La musculation, ça a été une petite entrée là-dedans. Ensuite, le street workout, déplacer, maîtriser mon corps dans l'espace. La course à pied, déplacer mon corps dans l'espace. La natation, déplacer mon corps dans l'eau, dans l'espace. Le vélo, pédaler sur place, dans mon bureau. Un petit peu moins ça, mais quand même un peu. J'ai fait un peu de grimpe, d'escalade et tout. Ça aussi, je trouve ça très stylé. C'est des activités qui me plaisent beaucoup. Et la danse, c'est une autre façon de bouger son corps dans l'espace. Et j'ai envie de dire naturellement, du coup, d'après ce que j'ai cru comprendre de moi-même, ça m'intéresse et ça me plaît. Et en plus, c'est un art. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me plaît beaucoup. J'aime l'art. Enfin, j'aime certaines formes d'art, en tout cas, on dira. Parce que c'est aussi une chose que la danse m'a apporté, on dira. C'est une nouvelle expression artistique dans ma vie, même si, c'est assez limité, quand même. Comme je l'ai dit, c'était aussi limité par ton niveau et bien sûr par à quel point t'en fais beaucoup, hein, on va pas se mentir. J'ai le piano dans ma vie. Alors, le piano, qui est d'ailleurs pas mal tombé en retrait, on va pas se mentir, depuis que je fais de la danse. Non, plus précisément, il est tombé en retrait depuis que je fais du triathlon, clairement. Depuis que je fais du triathlon, je fais beaucoup moins de piano. C'est un petit peu dommage, mais je vais reprendre quand j'aurai un peu plus de temps pour mettre ça plus haut dans mes priorités. Mais je sens que justement, la danse, en fait, quelque part, c'est venu combler. En fait, c'est vrai. Le triathlon est arrivé, beaucoup de sports, j'essaie de combler le travail et la vie perso à côté, et ce côté artistique et tout, que j'avais dans le piano peut-être avant, je l'ai entretenu aussi dans la danse. Alors le piano et la danse sont très différents sur certains points, mais il y a aussi certaines choses qui se rejoignent du côté artistique. J'ai pas un très gros niveau en danse, comme je l'ai dit. Je pratique pas vraiment, donc il faudrait que je m'y plonge un peu plus, et peut-être que je le ferai à l'avenir. Mais on rejoint un petit peu le être que je peux avoir au piano, car au piano aussi, il y a du faire. Hein. Au piano, il faut apprendre à faire, il faut apprendre à jouer les notes, il faut apprendre le solfège, il faut apprendre à lire des partitions, il faut apprendre à jouer des morceaux, il faut apprendre à jouer les notes de façon bien carrée, bien précise, sans nuance. En tout cas, c'est comme ça que j'ai appris, avant ensuite de se détacher de la forme carrée et de simplement même aller jusqu'à fermer les yeux. Quand tu connais bien un morceau, tu fermes les yeux, tu laisses les mains sur le clavier, les doigts ils peuvent jouer tout seuls, le corps il bouge, enfin ça devient vraiment du être, ça devient vraiment, les émotions peuvent venir là où elles ont beaucoup moins leur place dans une vision très carrée, rationnelle et mathématique d'un art, hein, typiquement je trouve, et les émotions peuvent venir et c'est ce que j'adore le plus. C'est ce que j'adore le plus quand je joue du piano.
Typiquement, c'est ce qui me remplit le plus, c'est pas juste d'apprendre à faire, à jouer en 4 temps, super carré et tout, non, c'est de pouvoir mettre de la nuance, mettre de l'émotion, etc. Et dans la danse, il y a un petit peu de ça aussi, bien sûr, une fois que t'es... Enfin, il suffit de regarder... Tu regardes des gens qui dansent bien, et tu vois, putain, ça flotte, ça coule, c'est magnifique, en fait... Plus ils sont forts, plus ça a l'air facile en plus, tu vois, donc c'est encore plus beau. Alors moi je trouve ça magnifique, c'est comme un équilibre, c'est comme un handstand. Il y a une forme d'art évidemment dans la plupart des sports et des activités qui demandent d'utiliser le corps. Moi je trouve une foulée parfaite, tu vois, sur Instagram des fois dans mes réels, dans lesquels je passe très peu de temps heureusement. Des fois tu vois des foulées au ralenti de mecs qui courent vite, c'est beau, tu sens que le mouvement ils l'ont fait des millions de fois. Et le travail se voit ensuite, il se voit dans toute la simplicité, dans toute la beauté du geste, que ce soit un mec qui court, une femme qui nage, un enfant qui fait un équilibre parfait sur les mains, comme ça a l'air tellement facile, tu tiens sur les mains, t'es tout droit, tout beau. C'est magnifique, j'adore. Et j'en suis pas du tout là en danse, mais je sais que c'est quelque chose qui peut se débloquer. Je le sens aussi parce que je commence un tout petit peu à me décoincer le cul un peu. J'améliore mon déhanché, mon déhanché latéral. donc ouais, c'est différent du piano, mais il y a des choses qui se rejoignent et artistiquement, j'y trouve des choses que je trouve très très cool. Et en plus, quelque chose qui est incroyablement différent avec le piano et avec d'autres formes d'art et qui m'a aussi attiré là-dedans, c'est que la danse, la bachata, en tout cas, clairement, eh bien, on est deux. On est deux, on ne fait pas ça tout seul. Je ne peux pas juste danser tout seul dans mon bureau comme je le fais avec du piano. Et ça, c'était quelque chose d'important pour moi. C'était aussi de choisir une danse de couple. Parce qu'il y avait une dimension entièrement liée à cela qui m'attirait pour apprendre plus de choses et pour affronter un peu plus de challenge et d'inconfort. Alors je pose les bases, je le dis depuis un moment que j'ai pas un super bon niveau en danse, c'est pour la simple et unique raison que je n'ai pas beaucoup pratiqué, tout simplement. Et je le vois, et je le sais, et on me le dit, et j'en suis conscient, c'est pas nécessairement la peine de me le rappeler, je le sais, qu'il faudrait que j'aille plus en soirée pour mieux apprendre, etc. Parce que c'est en soirée qu'on apprend le plus vite, et je sais, parce que des soirées j'en ai fait une ou deux, donc des soirées tu danses avec des gens random, ou avec des gens que tu connais, qui sont là, bien sûr. Mais tu danses, il y a de la musique, c'est très bonne ambiance. Tu danses avec des personnes qui n'ont pas appris de la même façon que toi, qui n'ont pas appris autant que toi. Peut-être qu'elles sont plus expérimentées, moins expérimentées. Il va falloir se démerder. Il y a des gens qui ont dit... Il y a différents styles aussi de danse. Il y a différents styles de bachata. Il y a bachata dominicaine, la bachata sensuale, comme ça. Moi, j'ai pas trop appris la bachata sensuale. C'est plutôt la bachata 1, 2, 3, 4 classique, j'imagine. Peut-être que c'est la dominicaine. Non, dominicaine, c'est avec les petits pas plus rapides, je crois. Enfin bref, je m'y connais pas encore très bien. Pourquoi ? Parce que c'est une activité annexe qui n'était pas prioritaire, qui était très nécessaire ou très bienvenue dans ma vie, mais je n'ai pas du tout mis au centre de cette dernière année. Donc des soirées, j'en ai fait une ou deux, comme j'ai dit, c'était très bien et je comprends très bien comment ça fonctionne. Et je vois très bien qu'aller en workshop ou en festival, comme ça s'appelle, je crois, même les termes, je les connais pas très bien, mais ce que je verrais bien pour m'améliorer en danse, ce serait de faire le bourrin, comme j'aime faire, tu vois. C'est-à-dire, on part à Cuba, enfin je dis n'importe quoi. On part à Cuba 5 jours et pendant 5 jours, c'est tu te réveilles, tu danses, tu manges, tu danses le soir, c'est soirée, le lendemain tu recommences, enfin une espèce de workshop, bootcamp, retraite de danse, tu vois. Je pense que c'est une excellente façon d'apprendre un art que de s'immerger dedans, de mélanger la théorie, la pratique délibérée, la pratique casuale, tu vois, en soirée typiquement. Ça m'a l'air d'être une expérience très sympa. Faudrait que je fasse ça peut-être un jour, on verra. Mais voilà, qu'est-ce que ça m'a apporté d'autre ? Eh bien, finalement, ça m'a apporté des challenges, bien sûr, parce que j'allais quand même pas faire un truc facile, trop facile, sinon je l'aurais pas fait. Eh bien, challenge, j'en ai parlé dans l'épisode 113, donc je vais juste donner les updates par rapport à ça. De l'inconfort, mine de rien, que ça m'a demandé de surmonter, parce que comme je l'ai dit, c'est pas tout seul, je peux pas le faire tout seul dans mon coin, étant quelqu'un de tout à fait introverti, donc il y avait quand même un petit côté à ce niveau-là, même si ça va très bien, je suis pas vraiment timide, je suis plus timide, je l'étais avant, plus maintenant,
Ça va très bien, hein, je me sens tout à fait à l'aise, je connais les gens, tout le monde est cool, je prends du plaisir à danser, c'est génial, ça me plaît. Et puis je suis pas, j'ai pas l'impression de rien comprendre, hein, clairement. Moi, le sens du rythme, c'est quelque chose que j'ai travaillé aussi avec la musique et le piano. Donc clairement, compter 1, 2, 3, 4 et rester dans le sens du rythme, je connais, c'est facile, quelque part. Donc derrière, il s'agit de mémoriser, de bien comprendre ce qu'on essaie de m'apprendre, et ça se passe pas trop mal, j'ai l'impression. Par contre, un gros problème, et ça ne me, je commence à abandonner, parce que ça ne changera pas. Je crève de chaud. Je crève de chaud comme un ouf quand je suis à ce cours de danse, putain de merde. Qu'est-ce que ça me saoule. La salle, elle est un peu chaude, il y a des petits ventilateurs, du coup je débarque à chaque fois, j'ouvre les fenêtres, j'allume les ventilos, je fais tout ce que je peux pour essayer de pas mourir de chaud, ma mère. Et j'arrive pas, putain, je crève toujours de chaud, d'autant plus là, en été, mais non mais sérieux. Mardi dernier, c'était catastrophique, c'était le pire, c'était vraiment la pire fois. Clairement, pendant l'hiver, ça allait mieux, en plus, évidemment, j'ai chaud pour quelle raison ? J'ai chaud parce que je bouge, j'ai chaud parce que je suis dans un environnement social pas entièrement confortable. Tu vois, je vais pas mentir, j'ai pas juste chaud parce que je bouge. Alors oui, je transpire facilement, je le sais, mais alors quand t'es entre guillemets gêné, je suis pas gêné, mais tu vois ce que je veux dire, quand t'es pas 100% à l'aise socialement, c'est plus facile de transpirer. Et bah tout ça, ça compound, tu mets l'un sur l'autre, sur l'un, et tu te retrouves avec un Eric qui a l'air complètement con avec toutes ces taches de transpiration sur son t-shirt. Donc voilà, mais c'est un travail de lâcher prise. Ça m'aide à lâcher prise aussi, de me dire, surtout mardi dernier, parce que mardi dernier, attends, on est en juillet, il fait 32 degrés dehors, il n'y a pas d'air, ça bouge pas. Et je me retrouve à la fin du cours, je te dis, mais c'était même plus des auréoles ce que j'avais, c'était littéralement des énormes taches sur mon t-shirt. Limite, j'en suis là, j'étais limite en train de me dire, putain, ce serait mieux que je transpire encore plus, comme ça finira de tacher les parties de mon t-shirt qui ne sont pas encore mouillées. Parce qu'en fait, quand ton t-shirt est trempé, eh bien au moins il a une couleur uniforme et homogène, tu comprends ? Mais quand t'as des taches dessus, t'as des taches bleu clair et t'as des taches bleu foncé. Et on sait très bien ce que sont les taches bleu foncé, et qui c'est qui en a le plus dans toute la salle ? C'est Eric, évidemment, putain, ce con, bien sûr, ce... Oh là là, putain, et là je parle pour moi, évidemment, que je ne pense pas que j'ai l'air con. Je sais que j'ai pas l'air con, enfin, franchement, j'ai jamais l'air con, on va pas se mentir, j'ai jamais l'air con. Non mais c'est vrai, j'ai confiance en moi, y a pas de souci, je sais que j'ai pas l'air con, mais quand même, putain, ça me gêne un peu, tu vois, ça me gêne parce que j'ai chaud. Alors je suis pas le seul à avoir chaud, mais je suis manifestement, visiblement, celui qui a le plus chaud, j'ai l'impression. Donc c'est toujours un challenge. Clairement, ça me gêne un peu. Je garde du papier dans mes poches arrière de short et en soum comme ça, je m'essuie le front. Non, parce que le pire, c'est que des fois, je suis en train de danser avec une femme, du coup, et je sens la goutte qui goutte sur mon front et qui rejoint le bout de mon nez. Non, mais t'imagines, t'es en train de danser avec un mec qui a une goutte de transpi qui... Comme j'ai dit, j'apprends à lâcher prise. J'accepte mon corps, tu vois. Et oui, on est dans l'acceptation de soi ici, tu vois. On veut se développer, mais on veut s'accepter aussi, tu comprends. Eh bien, j'accepte mon corps qui transpire. J'essaye, je m'entraîne à m'accepter, transpirant comme je suis. Et ouais, comme j'ai dit, mardi dernier, j'ai même un peu lâché prise à la fin. J'étais là en mode... Non, mais le pire, et je m'arrêterai là-dessus, je pense, sur cette anecdote. Le pire, c'est que mardi dernier, les profs qui sont adorables et qui sont géniaux, nos deux profs qui sont portugais, et qui dansent incroyablement bien et qui sont d'une gentillesse et en plus ils sont très forts. Bref, c'est génial. Ils sont là, ouais, si ça vous dérange pas, on va filmer le dernier cours pour comme ça on peut se faire des petites vidéos pour faire de la pub pour les cours et tout. Et ils arrivent à la fin, c'est à la fin qu'elle vient pour filmer. Et c'était le pire moment de toute l'année pour moi niveau, mais comme j'ai dit, hein, tache sur le t-shirt et tout. Et il y a la prof qui passe et qui filme, et elle passe devant moi, et elle nous filme, et je suis là, putain, sa mère. J'espère qu'elle va pas garder mon plan sur le truc. Je suis là en mode, putain, et mon droit à l'image, là, sérieux, moi, j'aime pas être filmé, vous comprenez ? Non, c'est pas vrai, mais putain, j'étais en mode, sa mère, vas-y. T'as pas envie d'utiliser une image de moi en train de transpirer comme un éléphant pour faire la promo de ton cours, parce que... c'est des bons souvenirs, c'est des bonnes expériences. Ça me plaît beaucoup, je prends beaucoup de plaisir, j'apprends des trucs, je repousse les limites de mon inconfort social. Et c'est très cool. Comme j'ai dit, je ne peux que recommander, c'est magnifique. J'aime beaucoup la danse, je vais continuer. Et puis voilà, on se fait une update une prochaine fois, quand j'aurai un peu plus d'expérience et quand j'aurai des nouvelles choses à raconter. Mais je continue à bachata, j'aime beaucoup, je recommande. Très bon bail. Que tu sois un homme, une femme, n'importe quoi, n'importe qui.
C'est génial aussi pour connecter avec, en ce qui me concerne, des nouvelles personnes qui ne font pas la même chose que toi, qui viennent de tous les âges, tous les horizons. Et en soi, reste encore plus le cas. Et puis après, il y a aussi la culture, un peu plus liée à la danse que tu choisis, que tu retrouveras, j'imagine, aussi dans le cours et dans les soirées. Donc, voilà. Très très cool. Et sur cette note sociale, la prochaine question, qui me semble plutôt en raccord, oui, en raccord un peu. Comment vis-tu le regard des autres ? Eh ben, je dirais bien, plutôt très bien même, plutôt surtout bien mieux qu'avant, clairement. J'ai longtemps vécu dans la peur du regard des autres, pendant des années, notamment quand j'étais adolescent, par rapport à différentes choses, notamment par rapport à mon physique, concrètement, par rapport à mon oreille, dont j'ai déjà parlé, par rapport à mon acné, par rapport à mon sentiment relatif d'inutilité, on dira. Je me suis caché dans les jeux vidéo, enfin bref, l'adolescence, pour moi, tout ça, j'ai déjà parlé de différents thèmes dans ce podcast, donc je te réfère au catalogue plutôt de plus en plus fourni de ce podcast, de plus de 130 épisodes maintenant. Putain, on n'a pas complètement chômé ces dernières années là sur le podcast, ça fait plaisir. Mais c'est clair qu'il y a des histoires que j'ai déjà racontées, donc je vais éviter de trop me répéter. Mais ouais, clairement, quand j'étais adolescent, et jusqu'à ce que je sois un jeune homme même, un jeune adulte de au moins 25 ans, jusqu'à ce que j'ai au moins 25 ans, c'était pas super évident, clairement. Donc, pour dire ça va mieux depuis, clairement. Je vais rapidement passer dessus, j'imagine. Pour moi, le regard des autres, il est très important. Il est très important. Il est inévitable. On ne devrait ni on ne peut, d'ailleurs, je pense, s'en détacher entièrement. Les autres et leur regard et leur présence et leur opinion sont gravés en nous. C'est pas pour rien. On est des créatures sociales. C'est dans notre ADN. Alors évidemment, il y a différents niveaux chez différentes personnes, bien entendu. Mais quelque part, on a tout ça et on sera toujours tous et toutes affectés par ça. Et il faut voir le bon côté des choses là-dedans et réussir aussi, évidemment, à mitiger le côté moins cool de cela. Pour rester un peu plus proche de l'intention initiale de la question, c'est que je le vis bien mieux, comme je l'ai dit, et je pense que c'est lié à différentes choses, donc je vais plutôt partir là-dessus. Tout d'abord, depuis, j'ai grandi, j'ai mûri surtout, parce que j'ai arrêté de grandir, ça, à 25 ans, ça faisait longtemps que j'avais arrêté de grandir physiquement. Pourtant, je peux te dire qu'il y avait encore beaucoup de maturité à obtenir intérieurement. Maturité physique, quelque part, était là depuis un moment, mais il y avait encore du taf, clairement. Donc ça, déjà, ça aide énormément. J'ai vécu plus d'expériences, j'ai été en contact avec plus de personnes et de façons de penser qui m'ont aussi aidé à mieux comprendre d'où peuvent venir différentes personnes, et donc comment et pourquoi est-ce qu'elles pensent et est-ce qu'elles voient certaines choses. Donc quand tu comprends quelqu'un, tu as beaucoup moins peur d'elle, je pense, t'as beaucoup moins tendance à détester quelqu'un quand tu le comprends, ou à avoir peur de quelqu'un quand tu la comprends, cette personne. Donc voilà, déjà ça aide, c'est une petite partie. Une partie plus grande, clairement, c'est que j'ai gagné en assurance, j'ai gagné en confiance en moi. Alors ça, c'est pas pour dire, mais la confiance en soi, c'est... Je prêche des convertis, j'en suis sûr, mais c'est banger, ça aide à beaucoup de choses en fait. Ça aide à beaucoup de choses. Forcément, quand tu as confiance en ton propre jugement, ça aide à moins dépendre de celui des autres, ça aide à garder toute proportion entre mon jugement et celui des autres, ça aide à garder une certaine pondération plus forte sur le sien versus ce que pensent les autres quand tu as confiance en ton jugement. C'est particulièrement utile, j'ai l'impression, typiquement dans ton entourage et ton environnement physique, quoi. Quand tu es à peu près confiant, il y a des gens autour de toi, des proches et tout. Tu auras un petit peu moins peur, je pense, de leur regard, si tu as l'impression de savoir ce que tu fais et tu as confiance en ce que tu fais. Et enfin, dernier point, peut-être le plus important, je sais pas, en tout cas moi ça m'a beaucoup aidé, et je remarque que c'est quelque chose de très fort que je peux facilement utiliser pour justifier le fait que, franchement, je cohabite assez bien avec le regard des autres, j'ai l'impression. C'est que j'ai l'impression, du coup, qu'être relativement aligné, en soi,
C'est un cheat code. C'est un cheat code de fou vis-à-vis de ça. C'est pas évident, bien sûr, mais quand t'as fait un peu ce travail de connaissance de toi, quand tu sais un minimum, putain, je vais parler pour moi, si je sais un minimum qui je suis, quand je sais au fond de moi que ce que je dis, c'est, voilà, la plupart du temps, bien sûr, raisonnablement, ce que je dis, c'est ce que je pense, ce que je fais, non, je m'embrouille. Je dis ce que je pense, je fais ce que je dis, et que tout ça, ça correspond à qui je suis, ça correspond à mon identité. C'est ça que j'entends quand je parle d'être aligné. En fait, quand t'es aligné, quand t'es dans ta vérité à toi, quelque part, quand tu te mens pas à toi-même, quand t'es aligné, tout simplement, quand t'es intègre aussi, comment est-ce que tu veux que quelqu'un puisse facilement venir ébranler cela derrière ? Si j'ai ma vérité, je sais à peu près qui je suis, je fais les choses en conséquence, je pense être la personne que je renvoie au monde également. Je suis dans ma vérité, je suis bien dans mes bottes aussi, et avec ce que je fais, pourquoi je le fais, etc. Et bien, dans ce cas, à partir de là, les gens et la vie des gens, et là je parle des gens, comme on dit les gens tout le temps, les gens, c'est-à-dire des gens que tu connais pas, c'est-à-dire ces gens qui sont limite même pas des vraies personnes, c'est en mode mais que vont dire les gens, tu vois, les gens, on sait même pas qui c'est qui les gens? Est-ce que c'est machin au bord de la route qui va te regarder, qui va me regarder 5 secondes et qui va me juger pendant 5 secondes quand je suis en train de me filmer en selfie avec mon téléphone parce que je fais une story ou parce que je suis en train de faire des vidéos que je reverrai jamais, hein. Est-ce que c'est cette personne dont je vais craindre nécessairement le jugement? Est-ce que c'est Trou de balle du 47 qui a commenté anonymement une de mes publications sur Internet pour donner son avis et qui m'insulte gentiment? Alors, je suis pas le mec qui reçoit le plus d'insultes, mais évidemment, ça m'arrive, comme à n'importe qui a osé mettre un pied sur Internet. Sauf que moi, je ne suis pas anonyme, fièrement d'ailleurs, je ne suis pas anonyme. Donc, à nouveau, hein, pour moi, c'est relativement plus aligné, hein, parce que quand tu te caches derrière un pseudo pour cracher certaines choses que tu n'oses pas dans ta vraie vie, pour moi, il y a une déconnexion, il y a un désalignement quelque part, mine de rien. Mais bon, ça regarde ce cher TDB du 47. Bref, je m'aventure, mais c'est pour dire que son avis à ce cher enfant d'ailleurs, hein, parce qu'on va pas se mentir, qui c'est qui commande beaucoup sur Internet aussi. Faut remettre les choses à leur place, hein, c'est pas toujours des personnes qui ont... c'est rarement des personnes qui te diraient ça dans la vraie vie. Pourquoi ? Parce que dans la vraie vie, moi je parle pas avec les enfants de 14 ans, tu vois, typiquement. Très 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 rarement je parle avec des enfants de 14 ans dans la vraie vie, tu vois. Donc déjà, faut garder une certaine pondération avec les avis que tu reçois, que ça soit machin dans la rue ou bien... bien trop de balles du 47, tu vois. Mais machin, il poste son commentaire, il essaye de te définir dans son commentaire en t'insultant ou te critiquant. Écoute, ça n'a pas été facile. J'ai essayé d'apprendre un peu à comprendre qui je suis, pourquoi je fais les choses, d'être à peu près au courant de ce que je pense et ce que je dis, ça correspond un peu, ce que je fais aussi. Je crois que j'ai des justifications personnelles un peu sur tout ça et plus ou moins qui je suis. Ça n'a pas été facile. Et je suis très très loin d'être au bout du compte. Mais c'est certainement pas toi, qui ne me connais pas, qui va pouvoir me définir si moi-même j'ai eu du mal à le faire. Donc tout ça pour dire que ce travail perpétuel mais croissant et qui ne se perd jamais quelque part, hein, j'ai l'impression on va toujours apprendre et c'est un peu le jeu de la vie, hein, la quête de l'apprentissage de soi et de l'autre aussi d'ailleurs, est infini et perpétuel, et c'est beau quelque part qu'on puisse pas finir ce jeu, sinon ça perdrait une certaine saveur de mon point de vue, je pense. Eh bien, il n'empêche que tout ce qui a déjà été fait n'est peut-être plus à refaire et peut t'aider à mettre en perspective et à pondérer différemment les avis des uns et des autres. Et après, tu peux avoir certaines techniques aussi pour t'aider, comment dire, la théorie de l'exposition, tu vois, quand tu as peur de quelque chose, eh bien t'exposer à cette chose graduellement, bien entendu, ça peut beaucoup t'aider à surmonter cette peur ou à surmonter même cette anxiété, cette forme d'anxiété,
Il y a des traitements en psychologie par l'exposition qui existent, même si je ne suis pas un professionnel, donc voilà, je dis ça, je dis rien, mais typiquement, dans une de mes premières vidéos sur l'inconfort que tu retrouveras, une vidéo qui date de 5 ou 6 ans, et bien dans une vidéo, et bien j'allais m'allonger par terre, j'allais m'allonger par terre dans la rue, au bord d'un passage piéton, et... Alors on est en Suisse, hein. On m'a dit dans les commentaires, ouais, si tu fais ça en France, les gens vont te marcher dessus. Ok, et bien en Suisse, les gens ne te marchent pas dessus, par contre, tout le monde me regarde. Je m'allonge par terre, en plus je suis en train de me filmer, tout le monde me regarde, c'est pas très très confortable socialement, mais j'en suis pas mort, et je pense que tout le monde m'a oublié quelques minutes plus tard, et puis voilà quoi. Voilà, c'est un petit exemple, c'est un petit challenge comme ça, comme tu peux en trouver d'autres, des challenges à l'exposition de l'inconfort social typiquement, ou de la peur du regard des autres, on dira. Mais voilà, pour conclure, on dira qu'il n'y a pas à se détacher entièrement du regard des autres, à mon avis. Il faut surtout viser à pouvoir faire confiance aux siens, premièrement, prioritairement. Et d'ailleurs, avant de passer à la prochaine question, c'est vrai que j'ai parlé du TEDx là. Mon TEDx, il se porte sur la confiance en soi, et d'ailleurs, il y a quelques parallèles avec des choses que j'ai racontées dans cette question, mine de rien. Car c'est le sujet de mon TEDx, qui sortira bientôt sur YouTube, comme j'ai dit, et puis bon, j'espère que je me suis pas foiré. Je me souviens plus très bien, maintenant je sais que j'ai pas trop mal géré, sauf erreur. Je raconterai ça dans l'épisode qui sortira, parce qu'il y avait un texte à apprendre, une audience devant laquelle présenter, des lumières dans ma gueule qui m'éblouissaient sur scène et tout. Franchement, une expérience de ouf. Très stylé. Bref, passons à la prochaine question. Ça, c'est un sujet pour un autre épisode. Quel est le juste milieu entre grandes ambitions et profiter de la vie ? Et d'ailleurs, je remarque que cet épisode il avance. Et c'est vrai que, putain, je vais peut-être pas faire un épisode de 2h40, quoi. Je vais peut-être pas faire toutes ces questions, du coup. Je vais peut-être juste me contenter d'une ou deux encore qui sont dans le thème, tout ça. Et les autres, je les garderai pour un prochain épisode. Voilà, comme je l'ai dit, ce podcast road to 1000 épisodes, road to 10 000 notes sur Spotify, hein. On les aura avant les 10 000 épisodes, j'espère. Les 10 000 épisodes, putain, alors 10 000, ce serait beau, mais là, je m'avancerai peut-être pas. Mais tout ça pour dire, ce podcast est un jeu infini, je ne vais jamais... Le but du jeu est de ne jamais m'arrêter, mais c'est pas non plus de faire des épisodes de 3 heures. D'ailleurs, sur Apple Podcast, j'ai des mauvaises notes parce que je fais des épisodes trop longs, putain, sa mère. C'est pas grave, c'est évidemment pas pour... c'est pas nécessairement pour les commentaires anonymes que je fais... que je vais juger de mon travail entièrement, bien sûr, même si je les prends en compte. On est d'accord. Alors, j'en étais où ? Quel est le juste milieu entre grandes ambitions et profiter de la vie ? Grandes ambitions, profiter de la vie. Est-ce vraiment antinomique ? J'ai envie de retourner ta question contre toi. Autrement dit, est-ce que profiter de sa vie, ou même, je vais même pousser le truc encore plus loin, réussir à profiter de sa vie ne serait pas en soi une grande ambition ? Est-ce que si ta grande ambition c'est de réussir à profiter de ta vie, est-ce que tu ne pourrais pas faire les deux en même temps ? Ah là, vraiment, je retourne le truc avec un exemple extrême, on dira, si ces deux choses sont absolument... j'exagère, mais je vais exagérer le truc, comme ça on comprend un peu mieux. La tournure que je vais utiliser pour répondre à cette question, si ces deux choses sont absolument incompatibles à tes yeux, peut-être que ça serait intéressant de tenter de lister tu prends une feuille de papier, tu écris toutes tes grandes ambitions. Les plus folles, les moins folles, tu les mets toutes. Et ensuite, deuxième colonne, tu écris tout ce qui consiste pour toi à profiter de la vie. Et là ensuite tu regardes. Grande ambition, profiter de la vie. Tu vas trouver des trucs qui sont vraiment à l'opposé, quoi. C'est-à-dire que si j'attaque cette grande ambition, j'aime autant dire qu'il y a peu de choses dans la catégorie profiter de la vie qui va pouvoir être remplie facilement. Mais peut-être que tu vas trouver des paires qui ne sont clairement pas mutuellement exclusives dans tout ça, voire même qui auraient pas mal de parallèles. Tu vas trouver des domaines qui vont se chevaucher avec une intersection commune, comme quoi, putain, mais si ça se trouve, je peux essayer de travailler à mes grandes ambitions tout en profitant de ma vie. Que ce soit en parallèle ou par le fait de tenter
de réaliser quelque part ces grandes ambitions. Une des finalités des grandes ambitions ne serait-elle pas le succès? Le succès, entre guillemets, je mets, parce que ce terme est quand même très subjectif et très personnel, c'est là toute l'idée, en fait. Enfin, comme cette question, j'ai envie de dire, cette question est 100% subjective et 100% personnelle. Et là, à nouveau, je te demande de réfléchir pour toi, évidemment, à tout ça. C'est le principe de cette question, en tout cas. Le succès, c'est personnel. Les grandes ambitions, c'est personnel. Profiter de la vie, c'est subjectif, c'est personnel. Personnellement, je parlais pour moi, je pense avoir des ambitions, je pense avoir des grandes ambitions, voilà, en tout cas de mon propre point de vue. De mon propre point de vue, mes ambitions sont grandes. Et j'ai bien l'impression de m'y adonner quand même, hein, comme il faut, pendant une bonne partie de mon temps, clairement. Mais pour autant, j'ai certainement pas l'impression de ne pas profiter de ma vie en parallèle, quoi. Alors là, je serais le plus gros des menteurs si je te disais « Ah putain, oh là là, sa mère, je travaille dur comme un enculé depuis des années. Vivement que je puisse profiter de ma vie, là, vivement la retraite. Parce que là, putain, je sacrifie tout pour mes grandes ambitions. » Évidemment, je force le trait, Personne, enfin j'espère, la plupart des gens ne sont pas 100% dans un extrême, parce que généralement 100% dans un extrême, c'est assez extrême, hein, c'est jamais très très bon, on dira. Mais non, moi clairement j'ai l'impression de pouvoir concilier un petit peu les deux. Pas toujours, bien entendu. Il y a des extrêmes qui sont très éloignés, il y a des phases de la vie qui sont bien plus concentrées sur un côté que l'autre, volontairement, de par notre style de vie, de par nos choix, de par nos obligations, de par nos contraintes, de par notre environnement et plein de choses qu'on contrôle plus ou moins, bien entendu. Travailler dur et faire beaucoup de sacrifices à court ou moyen terme pour s'offrir plus de liberté à soi ou à sa famille à long terme, par exemple, eh bien, ça peut être un compromis que certaines personnes décident de faire, ce qui est évidemment tout à fait compréhensible, mais tout est compréhensible quelque part, puisque à nouveau, tout est plutôt personnel. Peut-être que par cette question, tu demanderais peut-être quelque chose du genre « Ouais, parce que je pourrais répondre du... » J'avais déjà peut-être même répondu dans un ancien épisode, tu vois. On pourrait se dire, ça dépend quel âge tu as, à nouveau, ça dépend tout de ta situation. Est-ce qu'il vaut mieux travailler dur constamment pour atteindre tout plein d'objectifs? Ou alors est-ce qu'il faut mieux être chill et vivre en paix dans le moment présent et profiter des petites choses simples et des petits plaisirs de la vie? Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix un peu niaise. Alors que la question est somme toute tout à fait intéressante. Mais c'est vrai que... ça dépend d'où t'en es dans ta vie. On pourrait se demander, comme on m'a déjà demandé, et comme je me suis posé la question aussi, je suis en études, est-ce que je prends une année sabbatique pour profiter de la vie, ou est-ce que je prends pas d'année sabbatique pour bien taffer pour ma carrière et mes grandes ambitions? Eh bien, à nouveau, il y a des points pour, il y a des points contre, et ça, justement, je crois que j'en ai déjà parlé dans anciens épisodes de cette même question. Mais du coup, il y aura pas vraiment de meilleure réponse que les tiennes, si tu veux mon avis. Une erreur, pour quand même essayer de donner un truc intéressant, une erreur ici, à mon avis, ça serait plutôt, par exemple, d'être à fond sur les grandes ambitions de quelqu'un d'autre, ou que quelqu'un d'autre a, ou que quelque chose d'autre a pour toi, mais que tu ne partages pas. Ça, typiquement, ça peut être chaud. Tout comme ta façon de profiter de ta vie, si en fait on t'impose de profiter de ta vie par moment d'une certaine façon qui ne te convient pas, parce que tu n'as pas envie de profiter de ta vie de la même façon que ton entourage, tes potes ou bien la société, ou j'en sais rien, là aussi il peut y avoir des problèmes. Donc c'est pour ça que cette petite liste, comme j'ai dit, ça peut être intéressant pour apprendre à te connaître à nouveau et pour trouver l'équilibre et la part des choses entre mes grandes ambitions, profiter de la vie, et l'un, l'autre, les deux en même temps, un peu de l'un, un peu de l'autre, une période où je suis ambition, une période où je pars en vacances et je fais plus rien, etc. Enfin, je fais plus rien, je profite de la vie, parce que pour moi, partir en vacances et entre guillemets, ne rien faire, c'est profiter de la vie. Eh bien, il y a pas de mauvais choix, je pense. Le mieux, c'est de faire des choix en conscience, de savoir à peu près pourquoi, pour qui on les fait, etc., etc. Tu vois, typiquement, on pourrait me demander, même moi, j'ai du mal à donner cet exemple parce que sortant de ma bouche, il sonne faux. Mais si on me disait, Eric, tu devrais faire moins de sport, prendre plus le temps de profiter de la vie.
Et là, tu vois tout de suite où je veux en venir avec une question comme ça. Mais évidemment que je fais du sport parce que j'ai envie de profiter de ma vie, en fait. Profiter de ma vie égale faire beaucoup de sport. Mais c'est peut-être pas la tienne. C'est probablement pas la tienne non plus à ce point-là. Surtout que je ne fais pas beaucoup de sport que pour profiter de la vie. Je le fais pour moi, pour mon travail, enfin bref, pour tellement de choses. Enfin, c'est très personnel. Mais tu me dis, non, Eric, vas-y, fais moins de sport, profite de la vie, va chiller. Je dis, putain, non, mais je préfère aller courir, en fait. Je vais te dire, putain, j'étais dans le lac il y a 3 heures. Dès que j'ai terminé d'enregistrer ce podcast, c'est-à-dire de travailler, eh bien, j'ai 1h45 de course à pied à aller faire. Alors oui, des fois, je suis fatigué et j'ai moins envie. Mais je sais qu'après coup, je suis méga content de l'avoir fait et que tu me dis, dans 10 jours, tu me dis, bon, Eric, 10 jours avant, 10 jours plus tôt, tu préfères avoir été courir ou tu préfères ne pas avoir suivi ton programme et avoir chillé. Je sais pas ce que ça veut dire chiller, tu vois. Pour moi, chiller, non, je rigole, c'est bon, je suis quand même pas un putain de robot, quoi. C'est bon, chiller, oui, c'est tranquillou. Dimanche dernier, j'ai absolument rien foutu. On a joué au Scrabble avec ma copine. On aime bien jouer au Scrabble. Franchement, c'est chill. On a chillé. Hier soir, on a regardé un film de 2 heures. Petite comédie romantique, voilà. C'était mignon, c'était gentillet, c'était sympa. On a passé un bon moment. Voilà. J'ai chillé. J'ai profité de la vie. Est-ce que je peux aller courir maintenant? Ah, je suis de bonne humeur et je suis fatigué à la fois. Ça donne ça, voilà. On est sur la fin du podcast, c'est pour ça. Écoute, on est entre nous, il y a plus que les vrais. On peut se laisser aller, comme tu sais, à la fin du podcast. On est vraiment entre nous, là, maintenant. Donc, non, mais voilà, tout ça pour dire, trouve, si possible, des moyens de faire concorder les ambitions et le reste de la vie. Évidemment, on a tous des contraintes, on a tous des problèmes, on a tous des choix qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'on est obligé. Voilà, évidemment, chaque situation est différente, donc ça, il faut plus ou moins faire avec. On n'a pas le choix, hein. Selon moi, on n'a pas toujours le choix. Donc voilà, à nous d'essayer de tirer nos cartes, de jouer avec les cartes qu'on a aussi, et de jouer avec le contrôle qu'on a sur comment jouer ces cartes, voilà, pour rester dans cette image. Mais voilà, concrètement, j'ai envie de te dire, moi j'ai des grandes ambitions pour ma vie sentimentale et familiale. Voilà, j'ai des grandes ambitions. Mais est-ce que de m'occuper du mieux possible de ma femme, de mon couple, de mes enfants, de mon foyer, est-ce que ça va m'empêcher de profiter de la vie? À mon avis, c'est tout le contraire. À mon avis, par définition, pour que ces grandes ambitions soient validées, il faut que j'aie profité de la vie en parallèle. Parce que si je me sacrifie entièrement pour mes grandes ambitions et que je ne profite pas, même si... Tu vois ce que je veux dire, évidemment. Évidemment que tu vois ce que je veux dire, donc je vais pas continuer d'enfoncer cette porte qui est ouverte depuis un petit moment. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne? Encore une petite question, une petite dernière? Après c'est terminé? Après on rentre à la maison? Putain, ça fait un moment que je parle. Ouais, on va s'arrêter, on va en faire une petite dernière rapide. On va essayer d'en résumer une rapidement. Dernière petite question, tiens, on va faire celle-ci. Si tu te rencontres toi dans 20 ans, tu aimerais qu'ils te disent quoi? Si je rencontre Eric qui aurait 53 ans, je croise Eric là cet après-midi, je vais courir, j'ai terminé de courir et là je croise un mec beau comme tu sais pas quoi, qui débarque, 53 ans, il a une belle barbe et tout, tu sais. Ah bah non, merde, ça peut pas être moi. Oh, fuck, merde, raté. Non. Eric, 53 ans. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il me dise? J'aimerais bien qu'il me dise qu'il est fier de moi, qu'il est fier de qui je suis, de ce que je fais, de ce que je vais faire, de ce qui va me faire je m'embrouille. De qui ce que je vais faire va me faire devenir. Putain, je vais vraiment chercher des phrases compliquées. De comment ça aura impacté sa famille, son foyer, ses proches, et plus encore, concrètement. Et j'aimerais aussi, tant qu'à faire, qu'il me dise qu'il est toujours activement en train d'essayer de faire la même chose pour le futur lui de 20 ans de plus. Donc franchement, si je croise Eric de 53 ans et qu'il me dit tout ça, eh bien, je serais content. Voilà. Rendez-vous dans 20 ans pour avoir la réponse à cette question définitive
Et je t'encourage à te poser cette même question pour toi et éventuellement à jauger de si la trajectoire sur laquelle tu prends un maximum de contrôle éventuel correspond à cette vision que tu aimerais avoir de cette personne de 20 ans de plus, évidemment dans la mesure de ton possible. Voilà. Est-ce que cette personne est gentille ? Est-ce qu'elle est serviable, généreuse ? Est-ce qu'elle est aux petits soins pour sa famille ? Est-ce qu'elle est blindée de thunes ? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a que des réponses personnelles, subjectives, nuancées et pas du tout clivantes de fou comme ça. Ce fut un bel épisode. J'ai passé un bon moment. Comme je te l'ai dit, il faut que j'aille courir. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, j'ai rendez-vous pour emmener ma chérie au restaurant pour notre date night, parce qu'on est samedi et que le samedi soir, eh bien, je l'emmène au restaurant ou quelque part. Surprise, surprise. J'ai déjà réservé, mais il faut que j'aille courir, donc voilà, c'est encore une belle journée, putain. Mais c'est pas possible, ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces belles journées ? Je sais plus où les mettre, putain. Je ne sais plus où les mettre. Tout ce que je te souhaite, c'est exactement la même chose. Je voulais passer une dernière petite question. Ouais, je voulais passer un dernier petit message. Je vais laisser à Émilie le soin de conclure ce podcast. Bonjour Eric, je t'écoute depuis la Nouvelle-Zélande. Ça me fait vraiment du bien d'entendre du français. J'en ai besoin en ce moment. L'Europe me manque beaucoup et je n'ai pas de questions. Je voulais simplement te remercier pour ton podcast qui me fait réfléchir, qui me donne des idées aussi. Tous tes podcasts sur la nutrition, le sport, les routines, les challenges, voilà, ça me fait réfléchir. Donc je te remercie beaucoup et je vais bientôt rentrer en France. J'irai voir la Suisse, j'irai retourner en Suisse bien sûr puisque c'est un très très beau pays. Voilà. Bonne semaine à toi. Salut. Merci beaucoup Émilie. Bonne semaine à toi également. Bonne semaine à toutes les personnes qui ont écouté jusqu'à présent. Vous êtes des boss d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour tous les messages. Merci pour le soutien et l'amour que je reçois parfois par message. Ça me motive également en retour. Ça me fait très plaisir. Ça me touche. Je suis touché. Voilà. On va pas se mettre à pleurer. Donc, on va conclure cet épisode. Merci à tous. Je te souhaite de tout exploser dans le reste de ta journée, dans le reste de ta vie. On est ensemble. La vie, elle est dure. Elle est belle. Merci beaucoup. Merci pour ton attention. On se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, travaille bien. Prends soin de toi. Ciao.